fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Surtout, paix à son âme. Mais c'est vous qui avez créé ce désordre dans ce pays. Alors que le Conseil constitutionnel a validé votre candidature. Bédié pouvait aller aux élections pour affronter le président Ouattara, mais il a préféré aller suivre Soro, qui a été ancien chef rebelle dans ce pays. Voilà ce que je vous reproche, vous le PDCI-RDA. Et tu dis, on n'a qu'à s'asseoir avec toi et puis on va parler de quoi avec toi. Il faut qu'on soit sérieux. Hein? Il faut que Afi Nguessa, sa candidature a été validée. Vous, le PDCI, vous savez combien de milliards vous avez dépensé dans cette désobéissance civile. Vous êtes allé recruter, financer des mercenaires dans ce pays, dans la sous-région pour venir. J'étais à Abidjan pendant la désobéissance civile. Depuis Katiola jusqu'à Yamoussoukro, c'était une zone de guerre, des camions brûlés. Ils ont mis des billes de bois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une zone de guerre. Mais c'était le PDCI. Parce que Bédi a cru en Sorodium. Soro lui a dit qu'en France, même Thiam même a été... C'est-à-dire, vous êtes allé même Thiam. Vous êtes allé convaincre Thiam de soutenir votre mouvement que vous appelez CNT. Tu vois? Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Quand vous parlez, faites très, très attention. Tapotez, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Tapotez, allons à 200 000 cas. Vous avez peur? Parce que le PDCI dans lequel tu es là. Voilà, tapotez, abonnez-vous. Voilà, les gars, tapotez. Mais tapotez et puis on n'avance pas. Vous êtes là-bas, vous ne tapotez pas. Il faut tapoter. Kevin, tu as dit quoi? Tout à l'heure, je t'ai écouté encore. Kevin dit, les élections de 2025, là, il aura les élections. Tu as fait parler, j'ai vu, tu as mis une vidéo, tu voulais qu'on écoute. Bon, vos amis français ou bien quoi, des organisations, quoi, ça c'est leur opinion. Nous, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. J'aurais voulu que tu mettes des vidéos où les gens du PDCI parlent ou des Ivoiriens parlent. Voilà. Moi, ça ne nous intéresse pas. Ces petits individus en Europe qui se mettent dans des petits salles, on vit tous en Europe, on se connaît. Voilà, il faut laisser ça. Là où on est, on parle des intérêts, des enjeux, des défis à venir. C'est ça qui est notre vrai débat. Et ce débat-là, c'est nous les Ivoiriens qui allons mener ça. Est-ce que tu comprends? Le vrai problème, Kevin, moi je te dis, au PDCI, là, je t'ai déjà dit. J'ai dit, Thiam, c'est un homme compétent. C'est que je vous demande, organisez-vous, revenez à la maison. Il y a encore votre logo qui est là. Revenez à la maison parce que où on va là? Après 2025, là, je ne suis pas sûr que ce petit groupuscule de groupe de Bédié qui est resté là, ça va encore exister. Et le ministre Adjoumani a été clair, il vous a appelé, il dit revenez à la maison. Il dit revenez à la maison. Parce que ceux qui sont là, ils ne peuvent pas faire gagner Thiam. La machine qui est là, elle ne peut pas. Quand je vois vos leaders, leurs arguments, ce sont des arguments très faibles. Parce que Thiam même reconnaît, lui-même, quand on donne le micro à Thiam, il reconnaît déjà le travail du président Ouattara. Là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, on ne peut plus faire marche arrière, ça finit ça. Nous, on est déjà lancé. Tu comprends? Tu es jeune, je t'ai dit, revenez à la maison. Transition politique ou alternance qu'on devait vous donner là, c'était pas vraiment... Zasso, la maison là, c'est où? Leur maison, c'est le RHDP. Le RHDP a été créé par Bédié et le président Ouattara en France. Donc si Bédié... Zasso, c'est le contraire, non? Normalement, la maison du RDR, c'est dans le PDCI, puisque c'est le RDR qui a été enfanté par le PDCI. C'est pas le contraire. Ou bien, explique-nous un peu la partie là. Non. Le PDCI, Kevin, et comme on appelle Lucas, le PDCI là, c'est pour nous tous. Moi-même, mon grand-père était au PDCI RDR. Moi-même, mon père qui m'a mis au monde là, il était au FPI. Et tous ceux qui étaient PDCI, chacun a pris son camp. Quand Oufoué vivait, nous tous, on était PDCI RDA. Après sa mort, on a partagé le parti, Bédi a pris son groupe, et nous, on a pris notre groupe qu'on appelait le RDA. C'est comme ça. Après, on s'est retrouvés en France, on a créé en 2005 le RHDP pour regrouper les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Ça a été une belle initiative du président Ouattara de Bédié et les Mabri autres. Il faut ramener les enfants de Bédié à la maison. Ce qui a été fait.
On a même vu Bédier dire que non, ce point-là mérite un tel mandat. Ce point-là mérite un tel mandat. On a vu tout ça, on a tout entendu. Et Kevin sait ça très bien. Maintenant, ce qui a posé le problème, c'est l'alternance. C'est l'alternance qui a posé le problème. C'est-à-dire, le vrai parti, c'est ça qu'aujourd'hui le RHDP, où il y a tout le monde. Ok, Zazo, faut chuter, tapoter et puis abonnez-vous à ce compte-là. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Parce que c'est voilà, vas-y. Je suis content de voir Lucas aujourd'hui faire des panels. Donc Lucas, la vraie maison, c'est ce que le président Ouattara, c'est ce que le président Ouattara dirige. Oufou a gouverné ce pays pendant 40 ans. Il nous a donné 40 ans de stabilité. Ça fait combien d'années le président Ouattara est là? 15 ans. On a la stabilité. Donc, il suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Tu vois, les fils indignes, là, c'est les Bédier, père, leur âme, ils sont partis. Ils n'ont pas pu protéger ce pays. Donc, les vrais enfants du Houphouët-Boigny, c'est nous qui faisons aujourd'hui bloc ces petits-enfants, les Kokora, c'est nous tous qui sommes aujourd'hui là, qui disons, bon, voilà la vraie voie qu'on doit suivre. Nous, notre combat, ce n'est pas de céder. C'est-à-dire, la mémoire, c'est-à-dire au fouet de son vivant, là, son défi, là. De toute façon, il a fait, puis le pays a été protégé. Dans la sous-région, il a fait de sorte que notre pays soit le pays le plus fort économiquement dans la sous-région. C'est cet esprit-là dans lequel nous sommes. C'est pour ça que nous demandons à nos frères qui sont perdus, les Kévers là. Les Kévers qui sont perdus, qui refusent. Merci beaucoup, Zazo. Merci beaucoup, Zazo. Merci. Nous, on va s'asseoir avec eux pour aller faire une... Merci, Zazo. Il faut dire à Kévers qu'il n'y aura pas de... Je vais lui dire. Pas de débat avec lui. On les attend. Kevin, c'est docteur, hein, c'est docteur Kevin, s'il te plaît. Il est docteur maintenant. Vous avez, il est docteur. Donc, je vais donner encore la parole à chacun pour que chacun puisse intervenir. Moi, j'ai une motion. Oui. Moi-même, je n'ai pas intervenu. Attendez, oui, tout le monde va intervenir. C'est pour ça que j'ai dit. Attends. Il faut laisser la motion parce que lui aussi, il va revenir sur tes propos. Zasso va revenir sur tes propos, t'inquiète pas. Donc, ce qu'on va faire, je propose que Atse et puis tu on parlait il y a longtemps. Atse et puis Nsan. Donc, on fait Atse. Atse, Nsan, Soleil, Kokora, Zasso et puis Kevin. Mon frère Kokora sera salué. Donc, on commence sur Atse, après Nsan. Oui, Zasso à Abidjan. Zasso à Abidjan. Moi, je sais actuellement à Abidjan, hein, que dans le pays en chantier, Kokora partout, je pense, ce sont des travaux. On a compris. On espère que tu ne vas pas partir à Tia Salé pour aller filmer encore pour dire que la route qui s'appelle la route à le boulevard Alassane Ouattara. Non. Je partais au funérailles, mais je pense que mon message commence à passer. Regardez Zazo. Mais c'est comme ça. Mais la prochaine fois, en bas là-bas, seulement, il y a le film. Tu allais faire vidéo en bas là-bas. C'est pas si c'est pas encore tu vas porter plainte. On planter peut directement la CPI. Tu vas pas être trouvé. Hein? Ok, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Tapoter, partager. On n'est pas de votre côté. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. On n'est pas de votre côté. Ok, j'ai compris. Ok, vas-y, Atse, vas-y. Hein. Nous t'écoutons. On va faire, voilà. Soyez un peu bref pour que tout le monde puisse parler. Et puis il y aura les réponses. Merci. D'accord, bon, je pense que quand on a exactement ce que on veut dire en tête, on fait l'effort d'être bref, il n'y a pas de souci. Alors, vraiment, ça fait plus d'une heure que j'écoute tout ce que le RHDP a de combattants sur les réseaux sociaux. Et j'espère que les 700, pratiquement 800 que nous sommes là, chacun a pris le temps de les écouter. En réalité, le message qui vient de leur part, il est clair. Voilà. Alassane Ouattara sera candidat. Il va gagner les élections. Et puis, il ne rendra le pouvoir que lorsque lui, il aura décidé. Voilà en substance ce qu'on a. C'est-à-dire que tant que Alassane Ouattara aura le désir de rester président de la République, il y a pas de terme à prévoir. Voilà, c'est-à-dire que même 2030 là,
Voilà, c'est nous dans notre tête que 2030 existe. Tant que Alassane Ouattara aura le souffle de vie et la force pour être président, même si c'est en 2048, il n'y a pas de problème. Il sera toujours là. C'est un message qui est clair, qui nous est adressé. Voilà, maintenant c'est à nous de nous déterminer par rapport à ce message-là. Voilà, et je pense que chacun aura le temps de se déterminer. Mais il faut absolument que chacun se détermine. Parce que vous voyez, il s'agit d'un pays comme la Côte d'Ivoire, d'un pays qui est essentiel dans sa sphère géographique, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui compte. C'est un pays qui porte sur ses épaules un certain nombre d'expériences. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nous acceptons que notre pays soit réduit à la volonté d'une seule personne? Est-ce qu'aujourd'hui, nous acceptons que en Côte d'Ivoire, il ne puisse pas avoir de limites? Est-ce que nous acceptons qu'en Côte d'Ivoire, dès lors que un groupe de personnes, ou si vous voulez, un groupuscule de personnes, fussent-ils au pouvoir, mais à partir du moment où eux, ils décident que leur champion à eux, tant que eux, ils veulent, leur champion demeurera sans limite. Voici le vrai problème qui est posé. Et si en 2020, nous avons connu ce que nous avons connu, en 2025, il y aura une réalité nouvelle. Qu'est-ce qu'elle sera? Je ne sais pas. De mon point de vue, j'espère que l'élection là sera la plus pacifique possible pour que tranquillement les Ivoiriens mettent fin à cette spirale dans laquelle ce groupuscule de personnes qui, au nom de leurs intérêts particuliers, conduisent la Côte d'Ivoire dans le mur. Et puis, pour nous faire peur, ils inventent des épouvantails. Ils inventent des menaces de l'AES. Ils pensent que si Alassane Ouattara n'est plus président, tous les pays, toutes les armées de l'AES vont nous tomber là-dessus. Ils vont même jusqu'à dire, on a écouté, hein, nous tous on a entendu. Personne n'a encore dit ça, personne n'a encore dit ça. Monsieur Zasso, il faut te taire un peu quand les autres parlent. Sois respectueux, c'est la moindre des choses. Ils vont jusqu'à nous laisser entendre que si Alassane Ouattara n'est pas président, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire ici, là, il n'y aura plus un goudron qui sera mis. Notre développement va s'arrêter. Mais il faut aider le RHDP à sortir de ces lubies-là. Voilà, ce ne sont que des lubies, ce ne sont que des illusions qui se font. Ils vont perdre le pouvoir et il n'y aura rien. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Simplement, il y aura des gens qui ont décidé d'avoir pour profession le griotisme, qui n'auront plus accès à leur fonds de griot. C'est tout. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire va perdre. C'est-à-dire que ceux qui sont griots du RHDP là, ils n'auront plus accès à leur fonds de griotisme. C'est tout. Donc, il faut arrêter de se faire peur. Houphouët-Boigny a mené la lutte pour notre indépendance. Houphouët-Boigny est décédé, on l'a pleuré, on l'a enterré et la Côte d'Ivoire a pris son chemin. Voilà, la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée. Donc il faut arrêter de penser que si demain Alassane Ouattara n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire va disparaître. Ça, c'est un discours de peur. Voilà, mais quand ils tiennent ce discours, en réalité, c'est leur propre peur qu'ils traduisent. Voilà, ils veulent nous communiquer leur propre peur. Ils ont simplement peur des avantages, de perdre les avantages qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ils croient perpétuer leurs avantages personnels là, à travers le fait que Alassane reste longtemps au pouvoir. Mais on ne va pas les suivre dans leur peur. On ne va pas les suivre dans leur peur. Alassane va perdre le pouvoir et puis il n'y aura rien. La Côte d'Ivoire va continuer son chemin. Donc, il faut dès maintenant accepter que le monsieur, il sera candidat. Voilà, il sera
candidat. Et ils se sont préparés à toutes sortes de contestations. Quand ils parlent, ils le disent. Ils vous disent, il sera candidat et puis vous ne ferez rien. Voilà. Donc, comme nous autres, on n'est pas apôtres de la violence, on dit, il faut se fédérer. Il faut se fédérer. Au-delà des ambitions personnelles là, il faut se fédérer pour arrêter la machine infernale du RHDP. Parce que le RHDP est devenu un train fou sans pilote, mais qui fonce dans le tas. Donc comme nous, on n'est pas des va-t-en-guerre, comme nous, on ne sait pas faire la politique de la force, comme nous, on ne sait pas comment on attrape des armes, et que notre seul moyen d'arrêter ce train fou-là, c'est le bulletin de vote. On a encore 10 mois. On peut s'organiser et puis arrêter ce train fou-là. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP est devenu une menace sous-régionale. Ils ont mené une politique qui nous a mis en palabre avec tous nos frères de la sous-région. Voici le bilan du RHDP. Voici pourquoi aujourd'hui ils ont peur. Parce qu'ils se disent que eux n'étant plus au pouvoir, il y aura des représailles contre eux. Qui aujourd'hui là parle de représailles contre quelqu'un? C'est le RHDP qui se fait peur lui-même. Sinon personne n'a pour ambition de faire quelques représailles que ce soit. Vous allez perdre le pouvoir, vous serez chez vous à la maison, personne n'ira vous chercher. Parce que le pays n'a pas besoin de ça. Vos acquis que vous avez pu réaliser en 15 années de pouvoir seront vos acquis. Il est normal qu'avec 30 000 milliards de dettes, on réalise 2 goudrons et 3 ponts. Ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce qu'on a construit 3 goudrons et 2 ponts qu'on va s'éterniser au pouvoir. Et chaque fois, on va éviter, on va créer des défis nouveaux pour rester éternellement au pouvoir. C'est cette manière d'accaparer le pouvoir là. C'est contre ça que nous devons nous élever. Voici pourquoi il faut accepter d'aller au vote en octobre 2025. Et ne pas écouter les discours du RHDP qui tendent à vous effrayer. Un tel ne sera pas candidat, un tel autre ne sera pas candidat. Bon, les assos vont venir dire que eux, ils sont majoritaires, ils ont toutes les majorités au monde. Ok, tout ça c'est bien. Allons aux élections. Et c'est les élections là qui vont nous départager. Donc moi j'invite les uns et les autres à ne pas tomber dans les discours de haine, à les discours, j'entends certains qui rentrent dans des discours ethniques, dans des discours régionalistes. Le RHDP là, c'est dans ça, ils sont forts. Voilà, c'est dans tenir des discours comme ça là, ils sont forts. Teradi est fâché, hein? Il est en train de gâter Serge Atsé avec les fleurs, les roses. Ouais. Tapoter, envoyer les roses aussi. Les RHDP là, Zasso n'a pas eu beaucoup de roses. Hein. Voilà, envoyer les roses à Zasso aussi. Vas-y, désolé. Il ne faut pas les suivre dans ces discours là. Et le nord de la Côte d'Ivoire qu'ils ont pris comme leur drapeau là. Le Nord fait partie des régions les plus pauvres de Côte d'Ivoire. En 15 années de gouvernance RHDP. Malheureusement. Et aujourd'hui au Nord, vous avez des gens comme l'ASPR, qui est conseiller d'Alassane Ouattara, qui est député et maire, qui est fier parce qu'il distribue des grains de riz à nos populations qui s'alignent devant sa maison, devant sa résidence, comme des mendiants. Et puis il est fier de leur distribuer 2 kilos de riz, 3 kilos de sucre et 1 litre d'huile. Voilà à quoi ils ont réduit le nord de la Côte d'Ivoire. On a entendu il y a quelques mois de cela, les jeunes d'Odiéné pleuraient le chômage endémique qu'il y a à Odiéné. On ne leur a même pas permis de continuer de protester. On ne leur a même pas permis ça. Ils
ils ont déployé leur machine de répression contre ces jeunes-là. Vous entendez encore les jeunes là parler? Non, ils ne parlent plus. Mais est-ce que pour autant le problème du chômage est résolu à Odiéné? Voici malheureusement le bilan du RHDP. Donc, il ne faut pas les suivre dans leur débat ethnique ou dans leur débat tribaliste là. Non. Il faut leur mettre leur bilan sous leurs yeux. Donc vraiment, je veux chuter ici en exhortant les uns et les autres à rester fermes dans leurs convictions. Ils vont venir vous effrayer. Ils vont venir gonfler leurs épaules. Hey, tout ça là, c'est du vent. En Côte d'Ivoire ici là, on se connaît. Voilà, en Côte d'Ivoire ici là, on se connaît. Nous là, on n'a aucun intérêt à détruire notre pays. Notre bulletin de vote là, c'est lui qui va nous permettre de chasser ceux-là. Donc restez sereins. Voilà ce que je voulais dire. Merci et je suis en bas pour écouter. Merci beaucoup, César. Après lui, j'avais dit qu'il il est parti. Après lui, c'était un sang. Il est parti. Tu vas voir ton temps de parole tout à l'heure. Pourquoi il est descendu? Je voulais savoir de quel parti il est d'abord. Il est de l'idéologie de gauche, il dit. Il dit il est de gauche, oui. Il dit il est de gauche. Ça veut dire il est socialiste. Il est de l'idéologie de Laurent Gbagbo, de la gauche de Charles Blé Goudé. Il dit qu'il n'est pas PPACI. Bon, moi je te dis ce qu'il m'a dit. Donc je peux pas. PPACI, il est de gauche, c'est tout. Il dit il est de gauche, c'est ce qu'il m'a dit. Je peux pas dire autre chose derrière lui. Pourquoi il se justifie devant toi? Voilà, avec la gauche c'est FPI. Avec les autres partis de Charles Blé Goudé, Cogep, avec... oui, Soro est de gauche. Soro est de gauche. Voilà, c'est un socialiste. Mais lui, pourquoi se justifie devant lui, son panel? Ok, on y va. Hey, t'as dit bonne arrivée. T'as dit bonne arrivée. Mais toi-même, Zasso, tu es de gauche. Est-ce que Zasso, tu es de droite? Zasso, toi, tu es de gauche. Parce que tout le temps, quand toi, tu fais les vidéos, les caméras, tu montres, c'est du social. Toi, tu es... Si. Non, attends, je parle de toi-même. Toi-même, Zasso. Je dis, je parle de moi-même, je suis de la droite. Moi, je te parle. Je suis là, tu veux me ramener à gauche. Depuis quand toi, Zasso, tu es de la droite? Pour votre combat, c'est les pushistes là. La promotion des pushistes là. Non, ça n'a rien à voir avec gauche-droite. On dit toi-même tu es de la gauche. C'est ça, c'est la votre gauche. Ok, merci beaucoup. La promotion des pushistes là. Merci beaucoup, M. Kokora. J'avais dit une minute. Un sens, s'il te plaît. Il y a Fasco qui n'a pas encore parlé. On va laisser. Je vais dans une minute. Vous venez d'entendre un individu qui dit que la CEI en 2014 était la pire forme de la CEI. Et que Guy Kayoué a eu à défendre cette CEI. Donc, Guy Kayoué, mais je pense que le RDA aussi s'est tué. En fait, vous êtes malhonnête naturellement. Et puis, tu me dis, je soutiens un putschiste. Le putschiste a fait une promesse de 6 mois. Non, n'utilise pas ce genre de mots là. Je t'ai pas insulté. Non. Je pense que si. Non. Un peu de respect. Non, je t'ai pas traité de malhonnête. C'est pas honnête. Non, c'est pas honnête. Arrête. Non, j'ai pas parlé d'honnête. Non, j'ai dit c'est pas honnête. Si tu dis que Guy Kayoué... Non, mais vous êtes des malhonnêtes, faut pas dire ça. Mais j'ai dit c'est pas honnête, j'ai rectifié le tir en disant non, mais tu n'as pas le droit de dire je suis malhonnête. Voilà. J'ai dit ce n'est pas honnête. Alors, c'est pas ce que tu as dit, tu dis vous êtes des malhonnêtes. Mais j'ai rectifié le tir, oui ou non? J'ai rectifié le tir, oui ou non? Mais laisse-moi continuer parce que j'ai quelques secondes. Tu me fais faire du temps. Désolé, non, Lucas, voilà, ferme ton micro d'abord. Lucas, nous sommes dans un débat sérieux entre personnes intelligentes. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais les mots de vous êtes malhonnête, vous êtes ceci, vous êtes cela, vraiment je ne les malhonnête. Voilà. Non, vous êtes malhonnête, c'est ce que tu as dit. Voilà, il faut arrêter. Bon, alors, ferme ton micro, je vais quelques secondes s'il te plaît, et je vais rectifier le tir. Maintenant, quand tu vas prendre la parole, il faut mieux... J'ai compris, je vais rectifier le tir, mais les autres... Voilà, c'est ce que je dis, parce que je ne t'ai pas insulté. Ok, merci, tu m'as pas insulté, laisse-moi rectifier le tir. C'est malhonnête de ta part, d'accord, de dire que Guy Kayoué a accepté la... Je ne peux pas dire c'est malhonnête de ma part. Non, je pourrais dire c'est idiot. C'est idiot de ta part. Non. Non, mais Monsieur Kokora. C'est idiot de ta part de dire ça. Ok, Moussa, s'il te plaît. Non. Tu ne peux pas dire à ton papa que c'est malhonnête de ta part. Monsieur Kokora. Bon, allez, ok, je vais m'excuser. Monsieur Kokora, s'il vous plaît. Je vais m'excuser.
Non, vais monsieur m'excuser. Kokura, s'il vous plaît, calmez-vous, je vais gérer ça. Nsan, évite, Je vais bon, m'excuser. voilà, le mot malhonnête, évite et puis on continue J'enlève le le débat. c'est pas exact, c'est faux, d'accord? Voilà, ok, on continue. C'est pas exact, c'est faux, ok? Et j'accepte même aussi son injure en ce qui concerne mon idiotie. Mais pour aller encore plus loin, comment comparer? Toi, tu es un démocrate, tu compares un régime, d'accord, militaire qui aurait donné, et en plus, tu t'intéresses même pas à l'AES. Si Ibrahim Traoré a donné un délai de 6 mois, est-ce que tu es allé regarder, en fait, les explications pourquoi il n'a pas atteint son objectif 6 mois? Non! Tu prends juste ce qui t'intéresse. Et comparer un régime de putschiste à un régime le plus démocratique, ça n'a pas de sens. Vous êtes censé former les gens. Comment comparer un régime militaire dit d'exception dont vous crachez là-dessus tout le temps à comparer un régime de M. Ouattara? Alors, parce que Ibrahim Traoré a décidé de remplir pendant quelques années, Ouattara a le droit de le faire. Non, vous êtes les meilleurs. Vous êtes bien. Pourquoi vous comparez à la merde? Ça n'a pas de sens. Voici ce que je voulais te dire. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Tout simplement. Merci. Merci, Nsan, c'est 1 minute, ça va. Oui, c'est bon. Serge Atsé, vas-y rapidement, après ça sera Fasco. Ok, d'accord. Merci. Bonsoir à Kokora qui vient d'arriver. Voilà. On a écouté Kokora. Hein. Je veux dire que quand on écoute Kokora, on comprend immédiatement. Il n'y a pas que le débat se focalise sur moi. Vraiment, il y a un thème. Il faut que les gens évitent de me citer à tout moment. Il faut se focaliser sur le débat. Voilà. Kokora, moi, je suis à ma troisième intervention. Voilà, c'est ton arrivée qui a précisé un certain nombre de choses. Donc, sauf que je te cite. Alors, donc, quand on écoute Kokora, on voit immédiatement quelle est la démarche du RHDP. C'est-à-dire que voici un président de la République qui est en même temps chef de parti. Et chaque fois que les journalistes l'interrogent, donc en tant que président de la République, les vidéos que tu as jouées là, Lucas, c'était en tant que chef de l'État, président de la République, que les journalistes lui posent la question. Et donc, c'est en tant que tel qu'il répond. Et puis, aujourd'hui, comment on dit ça, à l'occasion des présentations des vœux, hein, à la nation, c'est-à-dire tous les corps constitués viennent présenter leurs vœux à la nation. Et comme lui, en tant que président de la République, il incarne la nation, c'est à lui qu'on présente les vœux, parce qu'il incarne, il symbolise la République de Côte d'Ivoire. Donc les corps constitués viennent lui présenter les vœux. Donc on vient présenter les vœux à la nation à travers lui. Et il profite de cette tribune pour parler de sa candidature. Et puis, quand les Ivoiriens débattent sur ce fait, les cadres du RHDP disent non, ça ne vous concerne pas, c'est notre cuisine interne du RHDP. Mais diantre, le monsieur, il intervient en tant que président de la République. On l'interroge en tant que président de la République et il dit qu'en 2025, il ne peut pas être candidat. Non, lui, il ne peut pas. Nous tous, on a écouté. Donc, d'où vient que un Ivoirien à qui son président de la République, du haut de sa chair, a dit quelque chose, du fait qu'il n'a pas une carte de militant RHDP, il n'a pas le droit de se prononcer sur ce que son président de la République dit. Mais donc, dans ce cas, il ne fallait pas cumuler le président du parti et le président de la République. Il fallait laisser l'ancienne constitution qui dissociait totalement. Bon, on est dans quelle logique là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en réalité, comme je l'ai dit à ma première intervention, ce n'est pas tant la position du RHDP qui est problématique que la réaction des Ivoiriens. Parce que vous voyez, il y a des défis qui sont lancés à une nation, à un peuple. Et tout dépend de la réaction que le peuple a vis-à-vis de ces défis du moment-là. Est-ce que dans notre histoire, nous, en tant que peuple ivoirien, on accepte que quelqu'un, ou bien un parti, ou bien un clan, au nom de sa perpétuation au pouvoir, puisse changer les règles du jeu à travers les modifications constitutionnelles? Première République, Deuxième République, Troisième République, Quatrième République, etc., etc. Est-ce que nous, peuple ivoirien, nous sommes en capacité d'accepter ça et de laisser passer crème?
Voici le vrai sujet qui est posé au peuple de Côte d'Ivoire dans son entièreté. Si nous estimons que quelqu'un, du fait qu'il détienne la force armée du moment, il puisse se permettre de rester indéfiniment au pouvoir selon son bon vouloir, c'est à nous, le peuple ivoirien, de se prononcer là-dessus. Donc, chacun en tant que membre de ce peuple-là est légitime pour mener ce débat. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui disent que non, vous n'avez pas le droit de vous prononcer. Si, vous avez le droit de vous prononcer. Et même vous avez le devoir de vous prononcer. Est-ce que nous acceptons que dans notre République-là, quelqu'un, parce que des turiféraires lui auraient dressé des lauriers, le présenter comme l'être le plus angélique de la terre, est-ce qu'au nom de eux, leur appréciation particulière, là, on puisse dire que ce monsieur-là, il va faire des mandats illimités à travers des modifications successives de la Constitution? C'est le vrai problème qui est posé aux Ivoiriens. Parce que si nous acceptons le 4e mandat, nous accepterons le 5e au nom de ce que ce sera le premier mandat de la 4e République. Et nous accepterons le 6e au nom de ce que ce sera le 2e mandat de la 4e République. La question, c'est à quel moment ça prend fin. Donc la question est posée à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est à chacun de répondre à la question. Voilà ce que je voulais dire pour chuter ici. Merci beaucoup. Fasco, vas-y, hein, Fasco. Merci, monsieur Lucas. Bonsoir à tous les panélistes. Excellente semaine à toutes et à tous, ceux qui sont aussi dans les commentaires. Bon, Lucas, j'ai écouté les frères qui sont là. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est dit ici ce soir-là. Nous sommes en démocratie. Le jeu démocratique là, c'est quoi? C'est au peuple de décider de son avenir. Et son avenir, le peuple le confie à un individu ou un groupe d'individus pendant 5 ans. Un individu qui est président et son groupe là, c'est son gouvernement qui vient de son parti politique. Ça veut dire que le parti politique qui gagne les élections, c'est ce parti-là qui dirige le pays pendant 5 ans. C'est le game. Moi, je suis plus sportif. Donc, je vais prendre l'exemple et les arguments sportifs. À aucun moment dans le sport, on fait passe à son adversaire. J'ai jamais vu ça. Sauf par erreur, tu fais autogol. Sinon, jamais on tire le ballon contre son but. Jamais de la vie. J'entends ici tout et vraiment des choses que moi-même je ne comprends pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui là, on l'a vécu il y a plus de 20 ans. Ou même 30 ans, on l'a vécu en Côte d'Ivoire. À aucun moment, un parti au pouvoir n'a voulu faire la passe à ses adversaires qui sont dans l'opposition. À aucun moment. Ils ont toujours mis en place des stratégies politiques. Mais Fasco, ici, là, on ne parle pas de la passe. On parle de ce que le président lui-même, il a dit. Ou bien tu veux que je rejoue la vidéo. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux changer de sujet. Ici, on passe... Quel opposant t'a demandé de donner le pouvoir? Mais, on n'a pas dit ça. On dit, le président... Écoute-moi, je vais intervenir 1 minute pour que tu comprennes un peu. Et puis, M. Kokora a parlé, il a dit, ce débat, il est inutile. Mais non. Monsieur Kokora, quand vous dites ça, si on enregistre sur le panel pour envoyer ça au sein du RHDP, mais vous serez sanctionné. Parce que si ce débat il était inutile, le président de la République ne serait pas parti s'adresser au corps diplomatique. C'est parce que ce débat est utile qu'il dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Ce débat est très utile pour la vie de la nation parce qu'il dépend, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui doit se prononcer sur sa candidature. Il n'y a rien de plus important que ça, monsieur Kokora. Vous vous rappelez de 2020, il y a eu des morts.
pour juste la candidature de 2020. Et il s'est même prononcé, j'ai la vidéo sur les morts de 2020. Pour vous dire que c'est tellement important pour la nation, pour les Ivoiriens, donc il faut qu'on en parle. Déjà, c'est pas un débat inutile, c'est un débat très utile. Deuxièmement, on parle du respect de la parole donnée. Donc, qu'est-ce qui donne son sens à la parole politique? À la parole d'un homme politique, qu'est-ce qui donne son sens? Si on ne peut pas faire confiance à la parole d'un homme politique. Parce que vous voyez, tout dernièrement, il y a eu la révision de la liste électorale. Et vous vous demandez pourquoi les gens ne vont pas se faire enrôler sur la liste électorale. Justement, c'est parce que les Ivoiriens, dans la grande majorité, n'ont plus confiance en la parole d'un homme politique. Et M. Kokora a bien fait de prendre les exemples des autres, puisqu'on va arriver sur les autres dans d'autres lives. Pour le moment, nous sommes sur le président Alassane Ouattara. Les autres n'ont pas respecté leurs paroles. Et toi-même, tu nous confortes encore dans notre position. Si les autres n'ont pas respecté, qu'Alassane aussi, lui aussi, il vient, il ne respecte pas sa parole, à qui allons-nous faire confiance? Parce que lui, ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir et il nous dit des paroles qu'il ne respecte pas. À quel moment devrions-nous lui faire confiance? À quel moment? C'est la question. Et si donc nous, la mentalité de nos hommes politiques, ou bien la mentalité même nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, et la mentalité de nos concitoyens doit être de ne pas faire confiance en la parole qu'un politicien donne, mais c'est grave pour la politique. Monsieur Kokora, vous êtes un homme politique, je vous l'ai dit. Demain, vous allez aspirer peut-être à devenir député. Je pense que vous avez déjà été candidat. Mais si les gens ne vous votent pas demain, à l'assise, ils vont venir vous faire ça. Mais monsieur Kokora, est-ce que vous vous rappelez, vous étiez sur un panel la dernière fois? Et vous avez dit que tous les hommes politiques peuvent revenir sur leurs paroles. C'est pourquoi on ne vous vote pas aujourd'hui, parce qu'on sait que vous allez revenir sur votre parole. Non, la parole politique doit être sacrée et l'engagement politique volontaire, pas l'engagement politique qui a été forcé. Monsieur Alassane Ouattara n'a été forcé par personne. Cet engagement, il a pris lui-même dans sa chaise en bonne santé et il n'y avait aucune pression. Il a dit après les élections de 2020, non, je ne serai plus candidat. C'est la parole d'un homme politique. Que vaut-elle? Que vaut-elle? Si nous ne devons pas avoir confiance dans la parole de nos hommes politiques, mais on n'a plus besoin de faire la politique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent à la télévision sont des menteurs, ils sont en train de nous mentir. C'est ce que vous voulez me faire savoir? Moi je dis non. On ne doit pas rentrer dans ce système, on ne doit pas rentrer dans ce jeu pour dire que parce qu'on est homme politique, on doit mentir. Je suis désolé, moi je ne veux pas accepter ça aujourd'hui, je ne veux pas accepter ça demain ni après-demain, c'est impossible d'accepter cela. Et M. Kokora, vous devez vous mettre avec nous-mêmes pour dire non, c'est vrai qu'on soutient un parti politique, c'est vrai qu'on soutient un homme politique, mais nous devons être fermes. S'il nous a donné une parole, il faut qu'il la respecte. C'est ça un engagement politique, M. Kokora. Parce que la vision que l'homme politique a, c'est ce qui a fait que tu l'as suivi, ou bien c'est ce qui a fait que tu le suis. Mais si la vision qu'il a dit, il te dit quelque chose hier, et demain sur le chemin, vous êtes en train de partir vers la vision, il te dit une autre chose. Mais cet homme politique-là, il n'est plus crédible à tes yeux. Je dis et je répète, et je t'ai déjà dit, M. Kokora, moi aujourd'hui, je suis à Saleh Timoko, parce qu'il nous a dit quelque chose. Mais si Saleh Timoko revient sur ses paroles, je serai le premier à ouvrir le premier panel de TikTok, et je te le promets, c'est ma parole que je te donne. Je serai le premier à ouvrir le panel pour dire, monsieur Saleh Timoko, c'est pas ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que quand vous allez venir, voici ce que vous allez faire. Et je vais vous parler pour le dire. Même s'il faut que j'aille en Côte d'Ivoire devant la présidence, mettre une caméra pour dire que j'ai soutenu ce monsieur pendant des années. Aujourd'hui, il est devenu président, il est venu tromper les Ivoiriens. C'est un menteur, je le dirai. Et il n'a même pas droit à mentir. Même s'il est sur ce panel, il n'a pas droit à mentir. Monsieur Saleh Timoko n'a pas droit à mentir. Et il doit respecter tout ce qu'il est en train de nous dire actuellement. C'est ce qu'il nous dit actuellement qui nous séduit jusqu'à lui. Donc Alassane Ouattara, il a tenu des propos qui vous ont séduit quand même. Il a tenu des propos qui vous ont séduit, qui vous ont attiré vers lui. Mais ces propos-là, s'il ne les respecte pas, bon, pourquoi vous êtes derrière lui? Dites-nous. Pourquoi vous le suivez? Si ce qu'il dit, il ne peut pas les respecter, pourquoi vous le suivez? C'est ça qui est le sujet. C'est ça même l'essence de la politique, puisque en politique, c'est un projet, un programme. Donc celui qui doit devenir président là, il nous promet des choses. Il nous promet que quand il sera président, il va faire telle chose. Mais si on ne doit pas respecter sa parole, c'est qu'il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. On vend la Côte d'Ivoire puis on partage l'argent. Chacun partage l'argent entre les Ivoiriens puis on vend ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas comme ça qu'on fait la politique. La politique, c'est basé sur la confiance. Et tous les candidats qui vont venir en 2025, toutes les paroles seront des paroles en lesquelles on devra faire confiance. Donc c'est parce que tu ne fais pas confiance à telle parole, sinon tout le monde peut venir dire qu'en Côte d'Ivoire, je vais faire 10 trains, 14 métros, 50 goudrons. Il y a un même candidat, il était sur le panel de la jeune dame tout à l'heure qui dit qu'en Côte d'Ivoire, il va faire pour les dames, elles seront payées même si elles sont au chômage. Dès qu'elles accouchent, elles auront 1000 €. Mais tout le monde peut venir dire ça. Est-ce que c'est réalisable? C'est parce que, donc on veut des paroles crédibles, mais des paroles qui sortent de la bouche des hommes politiques qui sont de confiance.
Donc je pose la question, est-ce qu'Alassane Ouattara est un homme de confiance? Je fais mon micro, Fasco peut répondre. Alassane Ouattara est un homme de confiance, Lucas. Faut nous démontrer, je fais mon micro. Lucas, tu sais quoi? En 2006, Zinedine Zidane, il avait pris sa retraite internationale avec l'équipe de France. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle et mesures exceptionnelles. Là où nous sommes là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc pour nous, Ouattara, c'est notre champion. Et notre champion là, il doit revenir dans le game. Vous comprenez? Il doit assurer notre sécurité. Il doit continuer tout ce qu'il a entamé depuis 14-15 ans. Donc c'est aux Ivoiriens de décider est-ce qu'il peut continuer ou pas. Donc si les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait en ce moment, mais le rendez-vous constitutionnel là, c'est le 25 octobre 2025, ils vont dans les urnes et puis ils le sanctionnent. Mais les Ivoiriens qui sont d'accord avec lui comme moi, comme ça, j'attends le 25 octobre 2025 pour aller le rétablir encore à la tête du pays. On a démocratie, mon gars. Tu me dis que Ouattara, il a menti, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il faut arrêter ça, Lucas. La parole donnée là, c'est aux Ivoiriens d'apprécier. Est-ce que ce qu'il nous a dit là, est-ce qu'il a respecté ou pas? Il l'a pas respecté, donc nous, on lui fait plus confiance. Les Ivoiriens qui apprécient ce qu'il fait depuis 15 ans, mais on a le droit aussi de dire que le président, il faut que tu rempiles. On est en démocratie, on n'est pas en dictature ni en monarchie. Toi, tu as ton idée, j'ai mon idée. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi aussi je ne suis pas d'accord avec toi. Mais on reste frères, on reste ivoiriens. Vous comprenez? C'est que nous sépare là. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Toi, tu estimes qu'il a menti. Moi, j'estime qu'il n'a pas menti. Mais allons le 25 octobre et puis le vote là, va nous départager. Vous comprenez? Voilà. Ouattara, tout ce qu'il a dit depuis 15 ans, il met en place. Il construit le pays. Voilà. Il assure la sécurité du pays. La stabilité est là. C'est le vrai point. Dire que ouais, il doit se retirer, il ne s'est pas retiré, mais ça n'engage que lui. Et nous, Ivoiriens qui croyons en lui, nous, on dit, président, tant que tu es en bonne santé, tant que la Constitution te permet de continuer, on a encore besoin de ton expertise, on a encore besoin de ton expérience, on a encore besoin de ton excellence sur le terrain. Est-ce que ça, c'est un problème? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Toi, Lucas, maintenant, tu n'es pas d'accord avec ça, là. Mais la Constitution te donne le rendez-vous le 25 octobre. Tu vas dans les urnes et tu le sanctionnes. Point barre. On n'a pas besoin de discuter pour ça, de faire des panels pour ça. On n'a pas besoin de ça. Tu t'as compris? Donc là, Zidane, là, il a pris sa retraite en 2006. La France a eu besoin de lui. Ils sont allés le chercher. Il est revenu sur sa décision de retraite. Il est revenu dans le game. Il a appelé, comment il s'appelle là? Thuram, qui lui aussi a pris sa retraite internationale. Makelele aussi a pris sa retraite internationale. Zidane a dit, les gars, venez parce que la France a encore besoin de nous. Ils sont revenus dans le game. Ils sont allés en finale en 2006. Nous, aujourd'hui, là, Ouattara veut prendre sa retraite. On dit, non, président, on a encore besoin de toi. Il faut revenir dans le game. Parce que ce qui se passe là, c'est grave. Les gars veulent nous attaquer. Les gars veulent faire le coup d'État. Des frères sont prêts à prendre des armes pour enlever le monsieur au pouvoir. Donc là, ça fait plus de 15 ans, il assure la sécurité. Donc, président, il faut rester et puis on va continuer le combat. Comme eux, ils veulent pas parler de démocratie. Ils veulent faire la guerre. Mais le chef de guerre, le chef qui assure la sécurité jusqu'à présent là, c'est Ouattara. Il nous évite la guerre. Le jour où les frères ivoiriens vont décider de faire la politique autrement, on fera la politique autrement et Ouattara va partir. Vous comprenez? Pour l'instant là, c'est Ouattara qui assure la sécurité. Donc Ouattara, il doit rester en place. Donc, motion. Moi, je vais faire motion. Fasco, sincèrement, sois un peu sérieux dans tes propos, s'il te plaît. Sois un peu sérieux parce que ta dernière phrase là, franchement. Bon, Kevin, vas-y pour ta motion. Lucas, tu as vu tout à l'heure là. J'ai une motion aussi après. Alors, tout à l'heure, quand j'ai posé ma question à Kokora, certaines personnes ont estimé que ma question n'avait pas de sens. Pourtant, ça a tout son sens, hein. Vous avez écouté, il a dit pour assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire, il faut que le président Ouattara reste. Comme si, en réalité, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si pour la surveillance des frontières là,
c'est le président Ouattara lui-même en personne qui est sur le terrain pour assurer la sécurité. Parce que je trouve ça quand même assez aberrant. C'est comme si en réalité, sans le président Ouattara, mais la Côte d'Ivoire peut pas être en sécurité. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il essaie d'éclaircir ce point-là, en fait. C'est-à-dire, sans le président Ouattara, nous, on peut pas avoir la sécurité, c'est ça? Ou bien c'est le président Ouattara lui-même qui est aux différents postes de frontières qui assure notre sécurité? Kevin, c'est un fait. C'est factuel. Le président, il est là, ça fait 15 ans. Le pays est en sécurité. Je répète ça encore. Vous comprenez? On me parle de viol de constitution. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Qu'est-ce que tu penses des dires de M. Ouattara? Mugabe, là, il a fait combien d'années au pouvoir? Insan. Mugabe, certainement, il a fait plus de 20 ans au pouvoir, hein, facile même, peut-être même presque 30 ans. Ok. Oui. Donc Ouattara, là, il n'a pas encore fait 20 ans au pouvoir. Merci, j'aime ta réponse, Fasco. C'est gentil. Merci, je t'adore. Donc, comme tu fais la comparaison Ouattara et Mugabe, Ouattara fait plus... Ok, Mugabe. merci beaucoup, Fasco. Lucas, s'il te plaît. Parce que ce qui se passe ici, là, c'est très grave. C'est très, très grave. Tu sais, moi, j'ai perdu des petits frères à Bobo. J'ai perdu des grands frères à Bobo. C'est pas ça le sujet, Fasco. Non, on n'est pas. Non, c'est pas ça. Je vais pas te laisser continuer sur ce chemin. C'est pas ça le sujet. Non, j'ai dit c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet, mon frère. Revenons au débat. Laisse, tu as perdu des frères. Laisse. C'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet, Fasco. Il réfléchit encore. Fasco, c'est pas ça le sujet. Il faut avoir le cardio. Calme-toi, je suis en train de te parler. Je serai obligé de fermer ton micro. Voilà, calme-toi. Tu vois, je vais pas fermer ton micro, faut te calmer. Je dis, c'est pas ça le sujet. Au fait, là, tu es en train de nous prendre par les sentiments. On est en politique, on n'est pas dans le sensationnel. Tu comprends? Là, tu es en train de nous envoyer sur un terrain. Tu as perdu les parents, il n'y a pas de souci, on compatit. Mais ce n'est pas parce que tu as perdu les parents qu'Alassane Ouattara doit revenir sur sa promesse ou bien sur sa parole, mon frère. Ça n'a rien de politique, ce que tu dis. Tu dis que... Attends. Je ne suis pas président de la République de Côte d'Ivoire à 30 millions d'habitants, mon frère. Tu es sérieux là? Je ne suis pas président de la République. Donc même si je dis à Ngo qu'on arrête, que je reviens. Mais ça, c'est entre moi et puis la Go. Mais quand il y a 30 millions de personnes qui sont acboutées, ou bien leur vie dépend de ma parole, donc quand je donne ma parole, je dois la respecter, mon frère. Ou bien, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça là? Est-ce que si moi je dis à la Go, on s'en va, on revient, on s'en va, est-ce que ça va changer la vie de la Côte d'Ivoire? Rien, personne même ne me connaît en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire ceux qui sont sur le panel. Ça n'a rien à voir, mon frère. Tu parles de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, il est président de quel pays? Il est président de quel pays? Il n'a même pas il n'est pas président, c'est un footballeur. Et la décision qu'il prend, c'est pour lui et puis sa famille. Ça ne va pas impacter tout le pays. Et ça ne va pas créer de désordre dans le pays. Je suis désolé. Si Zinedine Zidane avait décidé de ne plus jouer, qu'est-ce que ça allait changer? La France allait toujours partir. Il y a des joueurs qui ont arrêté de jouer et puis le football continue. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Et tu dis que le président Alassane Ouattara vous protège. Mais comment le président de la République, président de tous les Ivoiriens, vous protège contre d'autres Ivoiriens? Mon frère, je dis les paroles que tu dis sont graves. Monsieur Alassane Ouattara ne peut pas protéger les Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens, non. Il est le président des Ivoiriens du PPACI, il est le président des Ivoiriens du GPS, il est le président des Ivoiriens du RHDP, il est le président des Ivoiriens du PDCI, il est le président de tous les Ivoiriens. Et même, il est le président même de ceux même qui résident en Côte d'Ivoire, par dérivé. Donc, faut pas dire qu'il vous protège contre l'opposition. Le président n'est pas là pour vous protéger contre l'opposition. Ça, c'est pas la politique, mon frère. Là, tu es dans un autre débat. Quand tu dis qu'il y a eu des... Attends. Lucas, s'il te plaît. Non, Lucas, c'est grave ce que tu as dit là. Mais le président ne te protège... Tu dis que... Il protège la Côte d'Ivoire. Il protège la Côte d'Ivoire contre qui? Non. Lucas, je vois que c'est pas honnête. Il protège la Côte d'Ivoire contre qui? Non, mais contre ce qui se passe dans l'OES.
Non, ça c'est les forces armées des forces de défense, les forces de défense et de sécurité qui protègent la Côte d'Ivoire. C'est pas le président de la République. Le président, attends. Le président, il est le chef suprême de l'armée. Mais est-ce que c'est le chef suprême de l'armée qui protège le pays? Comment ça? Est-ce que c'est le chef suprême de l'armée qui protège le pays? Mais c'est lui qui donne les directives. Quand toi tu prends un gardien pour mettre à la maison là, c'est toi qui protèges ta maison ou bien c'est le gardien? Lucas, non, attends, je te pose une question, réponds-moi. Je dis, toi, Fasco, tu as une grosse villa, tu prends 5 gardiens pour protéger ta maison. Tu n'as pas donné la parole à quelqu'un. C'est toi qui. Non, je vais terminer avec lui parce que moi, j'aime bien quand on finit de discuter, il faut que les gens apprennent quelque chose. Je dis, quand toi, tu prends 5 gardiens, toi, chef coach, tu es le chef de tous les gardiens de ta maison. Mais quand toi, tu prends 5 gardiens pour protéger ta maison, c'est toi qui protèges, bien c'est eux qui protègent. Qui paye? Mais toi, tu les payes, mais est-ce que c'est toi qui protèges ta maison? Si je ne paye pas là, est-ce qu'ils vont protéger? Donc c'est moi qui suis le responsable. Mais si tu... franchement, bon, ok, on va laisser ça. Après lui, après Fasco, on va donner la parole à fils du noble. Non, laisse, c'est bon, on va pas maintenir le débat entre nous deux. Fils du noble. Tu ne peux pas dire ce qu'il n'a pas dit. Tu n'as pas dit. Je retire mon mot, tu n'as pas dit. Fils du noble, vas-y. Fasco, il faut avoir le cardio, c'est rien de personnel. On est en train de faire la politique. Il faut apprendre qu'en politique, là, c'est le cardio. Voilà. Fils du noble, vas-y. C'est ton temps de parole. Alors, bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Merci à toi, Lucas, et bonsoir au grand frère Kokora, Ansan et Fasco, tous ceux qui sont sur le panel. Alors, j'ai écouté avec attention tout ce qui se disait depuis quelques heures et j'ai essayé de retenir quelques points, même si je ne vais pas répondre à tout ce qui a été dit. Voilà. Donc, vous estimez que le président Ouattara n'est pas un homme de parole parce qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat en 2020, qu'il est candidat. Il serait un potentiel candidat, on va dire. Mais moi, j'ai l'impression que quand vous parlez, on a comme l'impression que les présidents de la République ne sont pas des êtres humains. C'est-à-dire Dieu a créé les hommes et puis il a créé des super-hommes qui ne sont pas dotés du même cerveau que nous, du même sang que nous, du même cœur que nous. Les présidents de la République sont des êtres humains. Et prendre des décisions et puis revenir sur cette décision fait partie de l'humain lui-même. Parce qu'un sachant, quand tu sais tout, quand tu prévois l'avenir, à ce moment, tu n'es plus un être humain. Parce que la différence entre nous et le divin, c'est quoi? Parce que les créatures de Dieu, là, il y a les êtres humains, il y a les anges, il y a les animaux. Les anges, là, ils n'ont pas le choix, selon ce qu'on nous dit. Quand je parle en termes de croyance, parce que je suis croyant, donc ça ne concerne pas ceux qui sont athées. Je parle en termes de croyance. Les anges sont considérés comme des secrétaires de Dieu qui doivent que obéir à Dieu. Ils n'ont pas le choix. Mais l'être humain a le choix parce que Dieu a donné le discernement à l'être humain. Raison pour laquelle on a le choix du bien et du mal. On sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Mais lorsqu'un homme peut prévoir l'avenir, il peut savoir ce qui va venir demain, il n'est plus un homme. Donc les présidents de la République là sont des êtres humains. C'est pas des extraterrestres, c'est pas des gens qui sont dotés d'un autre cerveau qui est différent du nôtre. Depuis l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, Ouattara est le seul président de la République qui a posé un geste qu'aucun président de la Côte d'Ivoire n'a posé. C'est même historique. C'est le seul président en exercice qui était en bonne santé, qui avait la possibilité de continuer. Et il a pris un dauphin pour dire, tiens, faut t'asseoir, moi je m'en vais. Mais ça, il faut qu'on en parle. Parce qu'on ne peut pas balayer ça du revers de la main. On va traiter Ouattara de tous les mots. Mais reconnaissez qu'il a renoncé à ce pouvoir-là en nommant son dauphin à sa place. C'est factuel. Tout le monde l'a vu. Et Dieu faisant les choses, ce dernier-là est décédé 6 mois après. Mais vous pensez que quand Ouattara mettait Amadou Bon, est-ce qu'il savait qu'Amadou Bon allait décéder 6 mois après? Non, parce que dans son programme, comme vous le dites, il a endetté le pays, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais Ouattara a un programme jusqu'à l'horizon 2050. Donc son dauphin là, c'était pas pour qu'il fasse 5 ans. Donc celui qui était censé le représenter, censé continuer le chantier du président Ouattara, c'était ce technocrate là qui était Amadou Bon Coulibaly. Et dans les calculs du président Ouattara, il devait continuer jusqu'en 2030. Ce dernier-là est décédé. Évidemment que nous, ses partisans, on s'élève pour le solliciter, pour lui dire non, on veut que tu continues. Parce que souvent, j'entends les opposants parler, ils disent le peuple ivoirien. Les Ivoiriens ne veulent plus. Mais vous parlez au nom de quel peuple, au nom de quel Ivoirien? Vous êtes une partie du peuple.
Le GPS, c'est une partie du peuple. Le PDCI, c'est une partie du peuple. C'est pas le peuple. Parce que le RHDP, c'est une partie du peuple. Maintenant, vu que nous sommes en démocratie, si on n'est pas d'accord avec ce président-là, mais il y a un moyen légal qui est là pour l'enlever, c'est quoi? Ce sont les élections. Et lorsqu'on vous dit ça, vous nous dites que les élections ne sont pas crédibles, ne sont pas claires. Mais diante, ce n'est pas les anges qui vont descendre pour venir organiser les élections. Les élections qui sont organisées là sont organisées par des hommes, vos frères, nos parents. Vous et nous, c'est eux qui sont à la CEI, c'est eux qui organisent ces élections-là. C'est des gens qui sont là à l'école pour venir faire ce travail-là. Donc, si vous devez jeter le discrédit sur les gens de la CEI, sur la justice, sur les juges, vous jetez le discrédit sur tout. Mais dans ce cas-là, vous êtes qui? C'est vous, la morale? C'est vous qu'on doit suivre? C'est vous qu'on doit entendre? Non, c'est pas juste. Et comme on le dit, la démocratie est faite pour choisir quelqu'un. Chaque pays a ses lois. Elle peut varier. Même la démocratie en elle-même, là, elle a des injustices. Parce que moi, je prends l'exemple, par exemple, aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu les élections entre Hillary Clinton et Donald Trump, mais en suffrage direct, là, Hillary Clinton a gagné les élections. C'est-à-dire qu'on prend le nombre de voix par habitant. Hillary Clinton a battu Donald Trump. Sauf que le système d'élection aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Ça, c'est leur choix. C'est-à-dire que dans les grands électeurs, il a gagné plus de grandes villes que Hillary Clinton. Pour moi, ça, c'est pas de la démocratie. Pour moi, ça, c'est de la tricherie. En vertu de quoi il y a des grands électeurs? Ça veut dire qu'on fait certains citoyens plus grands que d'autres. Monsieur Insan, le juriste, l'homme de droit. Si ce que je dis est faux, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous démontrer pourquoi il y a des grands électeurs aux États-Unis par rapport à d'autres. Toi et moi, nous sommes citoyens américains, mais toi, tu es grand électeur par rapport à moi. C'est en vertu de quoi? Ça répond à quoi? Voilà une injustice, mais qui est démocratique. Donc, la démocratie elle-même, là, elle n'est pas juste. Parce que Kokora, il est aux États-Unis. Si ce que je dis n'est pas vrai, il me dira. En suffrage direct, Hillary Clinton a battu Donald Trump. Ça veut dire que si c'était des élections en Côte d'Ivoire, Hillary Clinton était présidente de la Côte d'Ivoire. Et nous, notre modèle d'élection, c'est le suffrage direct. Celui qui a plus de voix, c'est celui qui l'emporte. Donc la démocratie elle-même, là, elle a des failles. Donc quand on finit de dire ça, Fasco a dit tout à l'heure que si vous estimez que Ouattara a violé la Constitution, c'est que c'est un viol collectif. Mais je suis d'accord avec lui. Pourquoi c'est un viol collectif? Il ne devait pas avoir des députés de l'opposition. Aucun parti politique de l'opposition ne devait accepter de faire des élections, de se présenter comme candidat aux élections en Côte d'Ivoire dans un régime antidémocratique, anticonstitutionnel. Parce que quand tu fais ça, tu participes au viol. Donc, si toute l'opposition avait boycotté les élections municipales législatives en Côte d'Ivoire et qu'on n'avait que le RHDP au Parlement, aujourd'hui, vous seriez un peu crédible. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous à l'Assemblée nationale dans ce régime antidémocratique, dans ce viol constitutionnel-là. Donc, c'est un viol collectif. Vous savez, le président Ouattara, il est venu en 90 en Côte d'Ivoire. Lorsque Oufoué l'a appelé pour qu'il vienne, c'était prévu qu'il y ait des licenciements au niveau de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Ouattara est venu, il a dit non, on peut faire des efforts, on peut faire des sacrifices. Techniquement, il y a certaines choses qu'on peut gérer pour éviter de licencier certaines personnes. Voilà comment. Vous m'entendez? Tu m'entends, Lucas? Allô? Oui, je t'entends. Ok. Voilà comment, quand il est venu, il a pris des mesures telles que la carte de séjour. Il s'est dit, ok, on a des étrangers en Côte d'Ivoire qui sont beaucoup dans les formels, ils ne payent pas les impôts. On va mettre la carte de séjour pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Il a mis le système des enseignants à clocher pour dire, bon, ceux qui sont enseignants, qui sont là, il n'y a pas de soucis, mais tous ceux qui vont... Donc, si je veux comprendre bien ton développement là, tu parles de le fait qu'il revienne si sa parole là, c'est là-bas tu es en train de partir là. Je suis en train de développer. Lucas, si tu veux nous choisir les mots, on monte pas sur ton c'est panel. Pas choisir les mots. Je demande, tu es monté sur le panel, j'ai posé une question. Là où tu es en train de m'envoyer là, moi je dis 2025 là, on fait les panels pour se comprendre. Si on ne comprend pas, non. Mais... Attends, écoute-moi d'abord. J'ai dit, tu n'es pas monté sur le panel pour dire ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça. Tu es monté sur le panel tu es monté sur le panel.
C'est un être humain qui peut revenir sur ses paroles. Et j'ai développé. Voilà, faut nous développer. Non, c'est ça, je veux que tu développes. Oui, mais tu m'as bien entendu. J'ai fait 5 minutes. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Continue de développer là-dessus. Si tu n'as pas entendu, je t'ai dit que c'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui est né comme toi et moi, qui a un cerveau comme toi et moi, qui a du sang comme toi et moi, qui peut prendre des décisions et revenir dessus en fonction de l'avenir. Parce qu'il prédit rien. C'est pas un voyant. Raison pour laquelle je t'ai dit que quand il mettait Amadou Bon, il savait pas qu'il devait mourir. Ça, tu l'as pas entendu, Lucas. Est-ce que ça, c'est le thème? Non, c'est pas le thème. Amadou Gon, c'est en 2020. On parle après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Mais écoute-moi, ou bien... Non, c'est pas la continuité. C'est pas la continuité. Je t'ai dit tout à l'heure dans mon introduction qu'il ne savait pas qu'Amadou Gon devait mourir. C'est pas la continuité. C'est pas la continuité. Il n'avait pas mis Amadou Bon pour faire 5 ans. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est lui qui met les gens maintenant. Mais lui, dans son parti. Non, tu dis, non, attends, tu dis, non, tu dis, il n'avait pas mis Amadou Gon pour 5 ans. Ça veut dire, il a mis Amadou Gon pour 10 ans. C'est là, il te pose la question, est-ce que c'est lui qui choisit le président maintenant? Et puis, il sait s'il va faire 10 ans ou pas. D'accord que c'est lui qui choisit chez nous. Lucas, finalement, tu es modérateur ou tu es modérateur? Mais, je comprends pas. Est-ce que c'est, qui t'a dit que je suis modérateur? Tu penses que j'ai ouvert par là pour être modérateur? Donc, laisse-moi finir et puis on va débattre. Je suis plus que débatteur même. Je dis. Donc, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Fils du noble. Fils du noble, faut te calmer. Voilà, non, maintenant que tu as précisé. Non, mais pourquoi? C'est sa façon de gérer son panel. C'est sa façon de gérer son panel. Donc tu peux pas. Non, s'il te plaît, je m'adresse. Non, il n'y a pas de problème. Je m'adresse pas à toi. Kevin, il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Il va s'exprimer. Laisse-le, il va s'exprimer, oui. S'il précise qu'il est débatteur, là, je comprends. C'est ce qu'il dit. Donc prends le temps d'écouter. N'ouvre pas ton micro pour... Voilà. J'ai dit, s'il est débatteur, il n'y a pas de débat là, au moins, il n'y a pas de souci là, je comprends le sens dans lequel nous sommes. Et je me prépare à ça, c'est tout. Voilà. Voilà, effectivement, je suis débatteur même. C'est moi-même qui ai envoyé le sujet. Voilà. Fils du noble, tu sais pourquoi je dis je comprends pas là où tu t'en vas? Tu es en train de partir dans tous les sens. Alassane Ouattara ne choisit pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Il choisit même pas le candidat. Alassane Ouattara ne choisit même pas le candidat du RHDP. Va te former. Attends. Faut te calmer. Toi-même tu es RHDP, mais tu sais même pas que Alassane Ouattara ne peut pas choisir le candidat. Il faut te calmer. Mais pourquoi tu te calmes pas? Mais pourquoi tu te calmes pas? Non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Je dis, Alassane Ouattara même ne choisit même pas le candidat du RHDP. Je dis, revoyez un peu les tests au sein même de votre parti, le RHDP, avant de venir discuter. Comment tu peux dire que Alassane Ouattara a choisi Gon Coulibaly, c'était pas pour 5 ans, c'était pour 10 ans. Donc déjà, de 1, il va choisir le candidat du RHDP. En plus, c'est lui qui va choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Mon frère, tu as vu ça où? Dans quel pays tu as vu où le président d'un parti choisit le président de la République de Côte d'Ivoire? Il connaît le nombre d'années qu'il doit faire à la tête du pays. Ça, c'est pas une manière de faire la politique, ça. Deuxièmement, tu es en train de déployer le programme politique d'Alassane Ouattara. Nous, on n'a pas parlé de ça. Lucas, nous, on ne parle pas de ça. On est en train de parler, on évite les gros mots. Est-ce que depuis que je t'ai parlé, je t'ai dit un gros mot? Ok, j'ai compris. Bon, laisse-moi, je vais chuter, je vais te laisser la parole. J'ai dit... Bon, c'est toi qui dois chuter, mais vas-y alors. Oui, je chute, je te donne la parole. J'ai dit... Pour que tu puisses rebondir là-dessus, tu dis qu'Alassane Ouattara, c'est un être humain qui peut changer de décision à tout moment de sa vie. Il n'y a pas de problème. Il peut changer les décisions qu'il veut. Maintenant, nous, ce que nous on dit là, les décisions qui changent là, ça peut être personnel, tout et tout. Mais une fois que ça concerne la vie de la nation, les hommes politiques là, nous on a le droit aussi de se prononcer. Donc, si c'est quelqu'un qui change des décisions à chaque fois, on va dire qu'il est versatile ou bien qu'il n'est pas sérieux ou bien même que sa parole ne vaut rien. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que toi tu trouves qu'Alassane Ouattara il est sérieux? Si tu trouves que ton président il est sérieux, donc ne dis pas qu'il peut changer de parole à tout moment. Un homme là, c'est sa parole. Un homme c'est la parole donnée. Mon frère, je sais que tu le sais, mais comme on est en politique, tu veux faire un peu genre, tu veux remuer ta queue. Non. En politique là, un homme politique, c'est sa parole. Et Alassane Ouattara, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, la parole qu'il donne là, elle fait foi. Parce que le président même là, c'est une institution. Un peu, tu vas comprendre. Donc, si le président de la République, en même temps président du RHDP, donne sa parole,
nous devons prendre ça pour foi. Si nous ne pouvons pas le faire, c'est que le président n'est pas honnête. Donc dis-nous si tu reconnais que le président il est honnête ou bien il n'est pas honnête. S'il est honnête, dis-nous pourquoi. Merci. Et puis tu as 3 minutes pour répondre et pour chuter. Merci beaucoup. Ok. Alassane Ouattara, c'est l'homme politique le plus honnête de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as compris? C'est l'homme politique le plus honnête de Côte d'Ivoire. Parce que si vous estimez que le président Alassane Ouattara n'est pas honnête parce qu'il est revenu sur une décision, mais ils sont tous malhonnêtes. Toi-même qui suis à Salé Tchemoko, là, tu le suis en vertu de quoi? En vertu de quelle valeur? Non, un homme a le droit de prendre des décisions et de revenir dessus. Si c'est ce que tu appelles être malhonnête, moi je qualifie pas ça de malhonnêteté. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est de la manipulation. Et je vais te dire, tu me dis que moi je connais pas les tests du RHDP. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui choisit, qui doit nommer quelqu'un au sein du RHDP? Le RHDP a des tests. On est tous d'accord qu'il y a des tests au RHDP. Il peut y avoir des conventions, des congrès pour élire quelqu'un. Mais la démocratie, c'est aussi le consensus. Pourquoi quand vous parlez, vous ne dites pas ça? Si dans un parti politique qui est régi par des tests où un candidat doit être voté et qu'il y a un consensus autour d'une personne, l'élection là, elle sert à quoi? La preuve, les primaires là, ça sert aussi à diviser des partis. On a vu comment les primaires ont fait exploser le parti des Républicains ici en France. On a vu comment les primaires ont fait exploser le parti socialiste ici. Donc les primaires elles-mêmes là, ça fait exploser des partis. Donc un parti politique peut avoir des tests et puis estimer que bon ok, on peut choisir quelqu'un par consensus. Quand ils choisissent quelqu'un par consensus là, en quoi ça touche l'Ivoirien lambda? Non, c'est à partir du moment où le candidat est choisi et qu'il sort maintenant pour représenter, pour chercher à aller briguer la magistrature suprême, là maintenant là, les Ivoiriens ont le droit maintenant de l'écouter, de l'entendre, de faire un choix s'ils doivent le choisir ou pas. Donc de toutes les façons, tout ce qu'on est en train de dire là, qu'il soit malhonnête comme tu le dis, les 30 millions d'Ivoiriens estiment qu'il est malhonnête mais ils ne le votent pas. Sauf que quand on vous demande maintenant d'aller aux élections, vous nous dites que les élections là sont truquées et que c'est pas clair, il y a du tripatouillage. Mais diante, c'est les gens qui vont venir organiser les élections pour nous. Les élections étaient organisées avant par le ministère de l'Intérieur. C'est nous-mêmes Ivoiriens qui avons dit non, on veut des structures indépendantes pour organiser les élections. C'est ce qui fut fait depuis 2000. Et maintenant, on se plaint encore de la crédibilité. Regardez, M. Ghislain Kouao, qui venait toujours sur le plateau de la RTI pour lancer le discrédit sur la commission électorale indépendante. Sauf que le jour que le président de la CEI a été invité, il a dit, mais M. Kouao, vous avez fait partie des gens qui étaient à la CEI, non? Quand il y a eu la guerre, 3000 morts, là, est-ce que c'était pas vous? Depuis ce jour-là, il a perdu sa crédibilité parce qu'il était au sein de la CEI lorsqu'il y a eu les 3000 morts. On a estimé que c'est eux qui ont truqué les élections là. C'est eux qui n'ont pas dit la vérité. Parce que la commission électorale indépendante a déclaré Ouattara comme candidat vainqueur. Et ça a été contesté. Donc c'est eux, on a accusé d'avoir menti sur le vainqueur des élections. Et ce monsieur-là vient s'ériger en donnant des leçons sur des plateaux télé pour encore lancer le discrédit sur la CEI dont il a appartenu lorsqu'il y a eu les 3000 morts. Donc tous les Ivoiriens sont des malhonnêtes alors. Donc, comme Fasco l'a dit... Merci beaucoup, monsieur Noble. Je chute là. Oui, veuillez chuter s'il vous plaît en 30 secondes. Merci. C'est un violeur constitutionnel, c'est un viol collectif. Tous les députés sont des violeurs, tous les maires de Côte d'Ivoire sont des violeurs, ainsi de suite. Voilà, je termine par là. Merci. Lucas, je peux intervenir? Merci, monsieur Kokora. Vous allez intervenir, je crois. Qui n'a pas encore intervenu? Oui, c'est vrai ça, monsieur Kokora. Monsieur Kokora, okay, allez-y. Alors, voilà, merci Lucas. Alors, je pense que tout à l'heure j'ai réagi violemment parce que j'estime que nous sommes des frères, nous sommes des pères de famille. Quand on prend la parole, on peut ne pas être d'accord, sauf que on a l'obligation de se respecter les uns les autres. Vous savez, les mots, on peut tous les utiliser. Mais j'évite de rentrer dedans parce que pour moi ce n'est pas pertinent et ça ne nous amène à rien. Dire aux gens oui c'est ceci, c'est cela, je trouve que ce n'est pas sérieux. Donc il faut arrêter ce type de mots et le respect doit nous guider tous et nous habiter. C'est très important pour que nous puissions avoir des échanges. Moi j'ai apprécié l'intervention de Serge que je connais et donc qui prend l'habitude donc de débattre avec des arguments sans forcément chercher à trouver des qualificatifs à l'autre. Ce n'est pas intéressant. Personne de nous n'a la mesure de l'honnêteté, de la vérité, de ceci ou de cela. Donc, vraiment, j'estime que, s'il te plaît, je vais faire... Non, je sais que c'est m'adresser, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. Donc, il n'y a pas de problème, merci. Je m'excuse. Okay. Alors, donc, je trouve, c'est-à-dire la démarche que j'essaie de mener, c'est que il faut que ceux qui veulent donner des leçons au RHDP au président Ouattara, eux-mêmes,
respecte les valeurs qu'ils défendent et les principes donc de prise de parole ou bien de respect donc de la parole donnée avant de donner des leçons aux autres. Voilà pourquoi je prends des exemples ci et là pour dire que il y a des gens qui sont très mal placés pour nous donner des leçons en termes de respect de la parole ou des valeurs qu'ils sont censés promouvoir selon ce qu'ils sont en train de dire. Parce que vous ne pouvez pas soutenir des leaders. Vous prenez un monsieur comme Serge Assé, Laurent Gbagbo, qui a dit qu'il ne sera pas candidat au-delà de 75 ans, mais même en prison. Le monsieur n'a même pas demandé à être candidat, mais vous avez déposé sa candidature. Aujourd'hui, vous vous battez comme de beaux diables pour qu'à 80 ans, il soit candidat. Lucas, tu trouves logique que de telles personnalités viennent juger qu'Alassane Ouattara ne serait pas crédible parce qu'il n'a pas respecté sa parole? Moi, je pense qu'il y a un minimum de cohérence. Quand on est exigeant vis-à-vis donc du respect d'un certain nombre de choses, il faut soi-même se les attribuer. Parce que si c'est pas le cas, moi j'ai un problème avec. Moi je peux estimer que quelqu'un comme Lucas, qui suit à salaire, bon, dont on ne sait rien dans ce sens, je peux quand même l'écouter. Mais vous ne pouvez pas vous battre au prix de votre vie et en disant Gbagbo ou rien, alors que le monsieur, on sait l'état dans lequel il se trouve. Comparaison donc de ce qu'il lui-même il a dit il y a de cela 15 ans, et venir dire à Alassane Ouattara qu'il n'a pas respecté sa parole, et donc c'est pas un homme d'honneur. Donc je trouve cela incohérent. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je trouve que c'est un faux débat, dans la mesure où nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est une compétition. Nous allons à une élection, c'est une compétition. Chacun des candidats, d'abord, chacun des partis politiques a pour principe ou a pour souhait d'aller à une compétition pour gagner. Dès lors qu'on a compris cela, il est clair que ceux qui veulent aller à cette compétition vont toujours choisir celui qui est capable de leur amener la victoire. Et je répète, je dis au sein du RHDP, et c'est même pas le président qui a demandé à être candidat. Quand les gens nous ramènent à la parole du président en 2020 pour dire, et surtout Lucas qui dit pourquoi vous suivez Alassane Ouattara parce qu'elle n'a pas de parole. J'ai dit non, c'est nous. Et quand le président a pris la parole, il a dit, je suis heureux d'avoir accepté la demande de mes militants, de mon parti. Donc aujourd'hui, c'est nous qui demandons au président Ouattara d'être candidat. Parce que nous estimons que c'est lui qui peut nous ramener la victoire. Donc c'est pas le président Ouattara lui-même qui décide d'être candidat dans un premier temps, mais c'est nous qui demandons au président d'être candidat. Et même quand le premier ministre Amadou Gon est décédé, vous avez vu, ce sont les militants qui se sont mobilisés. À la limite, demandez pardon au président pour qu'il donc vienne à la rescousse du parti, parce que c'est lui qui peut nous faire gagner une élection. Et donc ça c'est notre choix. Voilà pourquoi je dis c'est un faux débat. Maintenant, en tant que citoyen, les autres peuvent faire des commentaires, comme nous avons fait des commentaires lors des élections au sein du PDCIRDA, parce que le débat est libre. C'est un débat public, un débat politique. Nous avons estimé que la manière avec laquelle M. Thiam est arrivé donc à la tête du PDCI, c'est la manière la plus, je vais dire, la plus incorrecte qui puisse exister. Le monsieur a fait 23 ans, il n'a pas été militant actif du parti. Pendant 23 ans, il n'a pas été membre du bureau politique, mais lui a pu respecter les conditions pour être candidat. Mais Guy Kaoué, secrétaire exécutif sortant, lui n'avait pas la possibilité d'être candidat. Donc, nous avons estimé que c'est de la tricherie. Voilà. Mais après, il revient au PDCIRDA de faire son choix. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez faire vos commentaires. Mais après, la décision revient au RHDP de façon souveraine de choisir son candidat en fonction du contexte et de ses objectifs. Et Ouattara, lui-même en tant que militant, quelle que soit la parole donnée et ses propres principes, mais il doit se soumettre donc au choix de son parti. Parce qu'il pense que c'est un militant discipliné. Parce qu'à la base, il est militant. Nous nous sommes réunis et nous avons estimé, Ouattara, ta parole que tu as donnée, tes propres principes ne sont pas au-dessus des intérêts donc de notre parti. Et nous estimons, en fonction de nos analyses, que c'est toi qui peux garantir nos intérêts à ces élections de 2025. Mais Ouattara, il ne peut pas mettre au-dessus des intérêts de notre parti ses propres principes et ses propres valeurs. Ça n'a aucun sens. Voilà. Il est membre d'un parti politique. Le parti prend une décision. À l'unanimité, il doit l'accepter. Voilà. C'est notre choix. Et
c'est ce que nous avons prévu. Maintenant, les autres qui font les analyses et les débats, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas interdire à quelqu'un de penser ce qu'il veut. Maintenant, à la fin, quand chacun de nous a pensé ce qu'il veut, des candidats qui sont en face, la démocratie, c'est que nous nous présentons devant le peuple. Et comme je l'ai dit, chacun avec ses atouts et ses handicaps, et il appartient à Lucas de dire, Ouattara n'a pas respecté sa parole, moi je ne le vote pas. Pourquoi est-ce qu'on doit dialoguer pour ça? Voilà pourquoi je ne comprends pas des gens qui sont sur ce panel, qui sont, je vais dire, attachés à un dialogue à cause de la candidature d'Alassane Ouattara. Mais je comprends, moi je suis habitué à ce type de raisonnement ou bien de réaction. La candidature de Ouattara, depuis qu'il est rentré en politique, a toujours posé problème à ses adversaires. En 95, on dit qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il est ceci, il est cela. 2000, sa candidature est rejetée. Même en 2010, sa candidature, vraiment pour qu'il soit candidat, il a fallu tellement de négociations, d'accords pour qu'il soit candidat. 2015, pendant qu'il est président, on dit non, il ne peut pas être candidat. 2020, il ne peut pas être candidat. 2025, il n'a pas respecté sa parole. Donc, Lucas, nous sommes habitués à ce type d'exercice. Mais ce que je vais demander à nos amis, je vais les inviter à sortir de la fébrilité et à ne pas avoir peur d'affronter Alassane Ouattara. Parce que, quoi que vous fassiez, et quoi qu'il advienne, Alassane Ouattara sera l'adversaire, Inch'Allah, comme le disent les musulmans, si Dieu nous donne longue vie, c'est lui qui sera notre candidat en 2025. Sauf changement de dernière, de situation. Mais comme je l'ai dit, la politique, c'est la saine appréciation des réalités. Du moment, bonne ou mauvaise, mais c'est une saine appréciation des réalités. Nous disons que Alassane Ouattara, c'est lui qui est notre candidat. Maintenant, la parole donnée, ça vaut quoi par rapport aux intérêts même du pays? Et comme on le dit, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prient pour qu'Alassane Ouattara parte. Là, comme ça, ils vont atteindre leur objectif de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et surtout ça, je le dis clairement, les soutiens de l'AES, sur leur panel et dans leurs différentes prises de parole, ils le disent que il faut que la Côte d'Ivoire, donc, quitte, selon eux, le précaré français, et que il soit dans le précaré de la Russie. Voilà les choix qui sont là. Mais à partir du moment où nous voyons les interventions, nous voyons les choix, vous pensez que nous sommes suffisamment idiots pour laisser celui qui peut garantir, comme je l'ai dit, la sécurité du pays et dont le leadership donc ne souffre d'aucun doute, pour aller chercher quelqu'un d'autre? Non. Et donc, Monsieur Kokora, motion. Voilà, vous avez vos plans, pour définir en une phrase, vous avez vos plans, nous les savons, vous travaillez donc à la mise en place de vos plans, mais nous aussi on a nos plans. Et chacun va mettre en place sa stratégie à l'effet de faire aboutir son plan. Maintenant, Dieu nous dira, le temps nous dira qui va pouvoir donc réussir sa mission, et puis on verra, voilà. Ma motion, c'est de savoir quel est le rôle de la demi-douzaine qui était dans la salle le jour où M. Alassane Ouattara parlait. Comme je l'ai dit, je vais le répéter, Lucas. Être capable de gérer un pays est d'abord totalement différent d'être capable de gagner une élection. Et ça, je crois que je l'ai dit. Quand nous regardons, nous estimons que le contexte dans lequel nous sommes, avec les nouvelles données, celui qui peut nous garantir une élection au premier tour, c'est Alassane Ouattara. Cela ne veut pas dire... Donc, ça veut dire que la demi-douzaine, là, déjà, ils sont incapables de gouverner le pays. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Il faut écouter. Ou soit ils sont incapables de gagner une élection. Mais c'est grave, M. Kokora. J'ai dit... Mais c'est grave. Une chose, écoute-moi, s'il te plaît. Nous sommes assurés d'une chose, c'est que c'est Ouattara, aujourd'hui, dont la victoire est certaine à une élection présidentielle. En fonction de nos propres évaluations. C'est lui qui peut nous garantir une élection certaine. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont aucune chance de gagner une élection. Mais quand tu prends plusieurs probabilités, mais la meilleure des probabilités, c'est ce que tu choisis, Lucas. À moins que tu ne veuilles pas atteindre ton objectif. Donc pour nous, c'est lui qui garantit une victoire au premier tour. Et ce que nous voyons venir, et que les autres aussi savent, et que nous savons, nous n'avons pas le dire sur un panel en public, mais nous savons qu'il y a des gens qui ont été mis en mission par des grandes puissances et qui sont prêts à mettre tout en œuvre pour que leur champion gagne. Et nous le savons. Mais donc, nous n'allons pas jouer avec l'avenir non seulement du pays, mais aussi l'avenir de notre parti.
Et ça, nous sommes prêts à nous battre pour que cela soit garanti. Ça peut ne pas plaire à nos amis qui sont en face de nous, mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes en politique. Et en politique, comme l'autre l'a dit, mais on ne fait pas la passe à l'adversaire. Chacun de nous doit se battre pour faire aboutir son objectif. Et nous sommes dans cette dynamique. Et nous sommes prêts à mettre tout en œuvre, politiquement, démocratiquement, pour que cela soit. Voilà. Et ça, si les gens n'ont pas compris cela, vraiment, je ne sais pas dans quelle langue je vais me vertuer à leur expliquer, mais c'est notre position. Et elle ne varie pas. Que tous ceux qui veulent affronter Alassane Ouattara à cette élection en 2025, il faut qu'ils se mettent déjà dans la tête que c'est leur adversaire. Et je crois que c'est assez clair. Voilà. Lorsque vous êtes préparé à cette éventualité, je pense que, voilà pourquoi je l'ai dit, si vous estimez qu'Alassane Ouattara a échoué, mais pourquoi avez-vous peur de l'affronter? Moi, c'est ma véritable préoccupation. Un homme qui a échoué, le peuple ne va pas le choisir. Mais, paradoxalement, vous dites, il ne doit pas être candidat. Il n'a pas respecté sa parole. Mais c'est même un atout pour vous. Chacun va à une élection en jouant sur les handicaps de son adversaire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas jouer là-dessus? Donc quand je ramène cela, les gens disent non, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas ceci. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis quand j'ai dit, il faut que les gens écoutent. Lucas, moi je suis dans une forme de cohérence. J'ai dit, la parole d'un homme, elle n'est pas gravée dans un marbre. Tous autant que nous soyons, hommes politiques ou non, nous avons eu à changer de position et de prise de décision. Une décision, elle n'est pas fermée, elle n'est jamais fermée, parce que nul n'est maître du temps et des événements. Et ça, c'est clair. Donc, je vais le répéter. Il revient en Côte d'Ivoire. Il met en place un parti politique. Ses militants analysent la situation. Quel que soit son état de santé ou sa position politique, qu'on appelle juridique et autres, ils disent c'est lui et lui seul qui peut nous garantir l'atteinte de nos objectifs. Mais pourquoi voulez-vous que moi, Kokora, je dise Laurent Gbagbo n'a pas respecté sa parole? Que vaut la parole de Laurent Gbagbo face aux intérêts donc de son parti et de ses militants qui sont des milliers? Que valent, ou bien que vaut la position ou bien la décision de M. Thiam il y a de cela 3 ans par rapport aux intérêts cruciaux du PDC-RDA quand son président décède? Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas faire croire que la politique, elle est linéaire. Non, elle n'est jamais linéaire. C'est en fonction des réalités qui sont face à vous. Et en fonction de ces réalités, vous décidez dans l'intérêt supérieur donc de l'équipe que vous dirigez. Voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai jamais que Thiam n'a pas respecté sa parole, donc il n'est pas un homme d'honneur. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que Laurent Gbagbo n'a pas respecté sa parole, donc il n'est pas je ne suis pas un donneur de leçons à ce niveau, parce qu'il sait que la politique, elle est difficile. C'est la chose la plus difficile. Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que demain vous réserve, ou vous serez amené donc à revenir sur votre position. Donc je dis, ceux qui tentent de donner des leçons, j'espère qu'ils suivent des leaders qui ne vont jamais changer de position. Voilà pourquoi j'ai rappelé à l'instant, et c'est sur ça que je vais terminer, je ne suis pas en train d'accuser Ibrahim Traoré de n'avoir pas respecté sa parole. Moi, je suis cohérent quand je parle. J'ai dit, le monsieur, quand il arrive, il a fait une analyse de la situation. Il s'est dit, en fonction de ce que je sais, en 6 mois, je règle les problèmes. Il arrive, il trouve d'autres réalités. Mais moi, Kokora, je ne vais pas obliger M. Ibrahim à dire, bon, comme tu as dit 6 mois, en 6 mois arrivé, ou même 1 an, on t'a trop donné, il faut partir parce que tu n'as pas réussi. Non, il est face à une situation. C'est la gouvernance. Et donc, tu ne peux pas soutenir donc IB parce qu'en donnant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu respecter sa décision. Et puis le même va venir nous dire, oui, quand un homme donne une parole, il doit forcément la respecter. Moi, je ne comprends pas les régimes pushistes à celui de la Côte d'Ivoire. Non, je dis, en tant qu'homme, nous tous, nous pouvons analyser une situation et puis, dans le cours du temps, les choses peuvent changer. Mais si les choses changent, je ne dirai pas parce que j'ai pris une décision hier, au nom du respect de la parole, que cela me coûte ou non, je dois la respecter forcément. Mais donc, dans la balance, il faut mettre son propre honneur et l'intérêt donc de tous. Voilà ce que j'ai dit. Donc, Alassane Ouattara, c'est un leader, c'est un chef d'équipe. Et quand l'équipe décide, il doit se mettre en ordre de bataille, quel que soit ce que les gens vont penser. Mais ce qui compte pour nous, c'est l'objectif à atteindre. Si l'objectif est atteint et que Lucas pense qu'Alassane Ouattara n'est pas un homme d'honneur, mais nous pensons qu'il est un homme d'honneur, je crois que ça suffit. D'ailleurs,
Un homme n'a jamais fait l'unanimité dans ce monde. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc vous êtes libre d'avoir vos commentaires, mais à la fin de la journée, c'est la loi qui va nous départager et ce sont les Ivoiriens qui vont nous départager. Je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Kokora, pour ton intervention. Qui veut rebondir sur l'intervention de M. Kokora? Kevin, est-ce que tu es là? Est-ce que Unsan est là? Est-ce que Serge est là? Avant qu'on lui donne une intervention et puis avant l'intervention des assos. Avant, ok, d'accord. D'abord, moi, je vais faire jouer une vidéo d'abord. Parce que souvent, quand j'écoute les gens, j'ai comme l'impression que cette histoire de... On veut nous faire croire ici que... Le problème même, c'est que le président Ouattara, même sa candidature même pose problème. Moi, je le dis tout le temps, et ça sera d'ailleurs ma dernière intervention. Et je prends l'impression que nos amis du RHDP font fi de ça. C'est pour ça que moi, j'appelle au dialogue. Il faut qu'on s'asseye pour discuter donc de tout ce qui divise les Ivoiriens. On va écouter la vidéo, ce n'est pas moi qui parle, c'est une députée européenne devant donc l'Union européenne. Écoutons. Les informations qui nous sont données sur le pays. Alors vous l'avez dit, il s'agit d'élections sous haute tension et vous avez bien pointé les éléments qui mettaient sous haute tension la Côte d'Ivoire. Le troisième mandat qui est anticonstitutionnel, l'exclusion de l'opposition, dont Gbagbo et Soro, la non-indépendance de la justice qui a été démontrée, mais également le non-équilibre ou en tout cas le fait que la CNI ne soit pas inclusive. Tous ces éléments sont de nature à mettre vraiment en difficulté tout le processus électoral qui doit avoir lieu. En plus de ça, la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant fait pas mal de progrès en matière de développement économique, reste un pays dans lequel la question des droits de l'homme est particulièrement inquiétante, avec des arrestations arbitraires, des limitations de la liberté d'expression, et le Covid n'a fait que renforcer effectivement cette situation. Et Covid plus élections sont un cocktail très néfaste à la question des droits de l'homme de manière générale et en Côte d'Ivoire en particulier. Vous l'avez dit, il n'y aura pas d'observation électorale européenne. Alors qu'attendez-vous de ce groupe d'experts qui est envoyé? Est-ce que les recommandations du passé que l'Union européenne avait déjà formulées à la Côte d'Ivoire ont été prises en considération, à tout le moins quelques-unes? On sait que le catalogue de recommandations ne peut pas être pris en considération, mais à tout le moins, est-ce que la Côte d'Ivoire a pris en considération certaines recommandations? Vous avez dit que vous avez des budgets pour soutenir différentes organisations. Est-ce que le budget de la délégation européenne va pouvoir soutenir des observations de la société civile ivoirienne, qui me semble extrêmement important? Et enfin, vous avez cité la CEDEAO. La CEDEAO va devoir prendre des positions concernant les élections en Guinée. On va t'écouter maintenant, on a compris. Il faut donner ta position, on va avancer. C'est difficile aujourd'hui, et donc je voulais savoir si, politiquement parlant, la CEDEAO avait effectivement la possibilité d'émettre un jugement politique sur la situation dans ces différents pays, et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci. Donc voilà qui est clair. Hein. Donc voilà des préoccupations que l'opposition a, mais qui est partagée aussi par la communauté internationale, notamment certains députés, même au sein même, je l'ai dit, des commissions européennes et consorts. Donc c'est pas un problème, c'est-à-dire que ces personnes ont fait le constat parce qu'ils ont des observateurs, tout simplement. Donc quand on parle de troisième mandat anticonstitutionnel, là, c'est pas seulement l'opposition de Côte d'Ivoire qui pense à cela, mais je l'ai dit, au-delà des frontières, de plus en plus on en parle. Et puis au-delà de tout ça, aujourd'hui, il y a un thème qui revient de plus en plus, c'est les coups d'État constitutionnels. Hein, on a vu ce mot-là, en tout cas cette expression-là émerger de plus en plus. Moi, je dis et je répète, hein, on a tous écouté la dame, hein, et puis ça là, c'est vraiment des choses qui sont partagées par l'opposition. Hein. Il y a des rapports d'Amnesty International, Kokora est là la dernière fois, j'ai même voulu faire partager cela et tout ça. Ils sont clairs, qui ont montré que il y a eu une répression contre l'opposition, des arrestations arbitraires et consorts. C'est les mêmes rapports d'Amnesty International là qui sont, je vais dire, portés au niveau donc des institutions, notamment la Commission européenne et consorts. Ils sont parfaitement au parfum de ça. Donc c'est ce que je veux dire. Tout simplement, il faudrait que à un moment donné,
on puisse se mettre tous autour d'une table, discuter des modalités d'une élection qui soit organisée de façon démocratique, transparente et inclusive. C'est très important. Voilà, je pense que il faut éviter les erreurs du passé, tout ce qui nous a divisés. Donc, il faut qu'on s'asseye et on trouve une solution. Moi, je parle de dialogue. Et tout à l'heure, quand Kokora s'est exprimé, je crois qu'il a botté un touche. Je lui ai dit le message appelant donc au dialogue. Et moi, je trouve que c'est quelque chose véritablement qui doit pas être, je vais dire, rejeté du revers de la main. Il faut véritablement qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on trouve des solutions. Parce que dans le passé, je dis et je répète, la question du troisième mandat est quelque chose qui divise les Ivoiriens, qui divise la Côte d'Ivoire. En 2020, on a constaté qu'il y a eu près de 87 morts. Il faut qu'à un moment donné, on arrête avec les questions de mort. Donc, qu'on s'asseye, qu'on trouve des solutions. Au-delà de tout ça, il y a la question de la parole donnée qui est essentielle. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. J'ai entendu Kokora essayer de prendre des exemples sur Gbagbo, etc. Moi, je pense que ça, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de manque d'argumentation. Parce que quand on n'a pas d'argument pour pouvoir justifier quelque chose, on est obligé d'aller se référer à des individus ou à des personnes autres que la personne même qui est décriée ici. Donc, pour ma part, tout ce que j'ai vu simplement, je l'ai dit, Kokora donner des arguments mais qui ne tiennent vraiment pas la route. Le président Ouattara a donné sa parole. En 2020, on estime qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles. Ce troisième mandat, il y a eu un passage en force parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas eu d'élection en 2020. Donc, le président Ouattara s'est imposé. Ensuite, en 2025, on va pas encore nous imposer. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on trouve des solutions. Tout simplement, est-ce que le deal là, c'est mauvais? Et puis, au-delà de ça même là, le fait qu'il dit qu'il ne soit plus candidat là, mais vous devez avoir honte. Quand vous dites, par exemple, que le président Ouattara, parmi les cadres là, on ne sait pas qui peut gagner, on ne sait pas qui peut faire ce, mais vous devez avoir honte. Ça veut dire qu'au sein de votre parti là, à part le président Ouattara, il n'y a personne qui peut faire l'unanimité. Ça veut dire que vous êtes un parti politique pitoyable. En réalité là, ça veut dire que les Ivoiriens, vous reconnaissez implicitement que les Ivoiriens vous ont vomi. Parce que vous ne faites même pas confiance à vos cadres. Vous dites que non, c'est le président Ouattara seul qui peut nous faire gagner au premier tour. Et puis en parlant de premier tour, mais cette question des premiers tours là, mais moi ça me fait rire. Parce que depuis quand le président Ouattara a gagné une élection ici au premier tour? En 2010, il était là, il n'a pas gagné au premier tour. Il a eu le PDCI pour l'accompagner. En 2015, il y a eu le même PDCI. En 2020, il n'y a pas eu d'élection. Donc depuis quand le président Ouattara a été capable de gagner une élection en Côte d'Ivoire ici au premier tour? Donc moi je pense qu'il faut arrêter de les plaisanteries. On n'est pas dans un cycle. Apprenons à nous respecter. Je pense que le RHDP aujourd'hui doit se réinventer et nous proposer un candidat en 2025 autre que le président Ouattara, tout simplement. Et puis en plus de cela, il faut ouvrir le dialogue parce qu'il y a des questions qu'il faut d'abord régler en vue donc d'aller à ces élections présidentielles 2025. Sur la question de la transparence, sur la question même de la démocratie, parce qu'aujourd'hui on constate des arrestations un peu bizarres en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'on aille à des élections qui soient vraiment inclusives, transparentes et démocratiques en Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. Merci Lucas. Merci beaucoup Kevin. Donc je pense que Zasso a bien compris la thématique et donc il va se prononcer. C'est sur la responsabilité et l'honorabilité de la parole du chef de l'État. Voilà. Il a donné sa parole. Il a dit que non, il ne sera plus candidat pour une prochaine élection en 2025. Il se trouve que dans sa dernière déclaration, il y a eu un bribe d'information ou une tendance à croire qu'il serait même candidat pour 2025 parce qu'il a dit qu'il a la volonté de servir son pays. Donc Zasso, à vous la parole pour nous expliquer pourquoi le président a-t-il changé, pourquoi il est revenu sur sa décision. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami, l'homme de Assalé Timoko. Assalé Timoko, en tout cas, il faut lui donner des conseils. Quand on dit on est investigateur, quand on dit on est quelqu'un qui donne ses opinions de façon libre, il faut qu'il accepte que Zasso aussi critique ses actions qu'il fait à Tia Salé. Il faut lui dire ça. Il faut qu'il arrête de me faire du chantage avec ces histoires de, comme on appelle, de toujours porter plainte contre les gens là.
Il n'a qu'à arrêter. C'est pas responsable. Faut lui dire ça. Hein? Faut lui dire que Zazo dit. C'est pas responsable. Et tu aimais, c'est l'argent du contribuable. Est-ce que vous entendez Zazo? Je ne l'entends plus. Moi non plus. Moi non plus. Zazo, tu as reçu un appel parce qu'on ne t'entend plus. Essaie de voir ton micro, s'il te plaît. Zazo. Oui, je suis là. Ok, vas-y. Tu avais un problème de réseau. Ouais, c'est vrai. Ça doit être un problème de réseau. Donc, le président Ouattara est le choix de la direction du parti et des militants. Il avait été déjà, l'appel a été déjà lancé. Maintenant, on attend officiellement. Mais déjà, je pense que la fois dernière, quand il a reçu les diplomates, il nous a déjà informé que... Donc, je voudrais dire à mon frère Kevin, Kevin, faut laisser faire des dialogues. Là. Le temps de dialogue, c'est terminé. Les institutions sont en place. On va parler de quoi? On va parler de quoi, Kevin? Mais il faut qu'on dialogue. On a 11 mois des élections. On va dialoguer, c'est pour parler de quoi? On a trop dialogué dans ce pays. Vous et nous, on a gouverné ce pays ensemble. Vous, le PDCI, là, on a gouverné ce pays ensemble. C'est l'affaire de l'alternance qui a fait que vous êtes partis à la main. Vous êtes repliés sur vous dans votre colère. C'est nous, on s'assoit avec vous pour parler. On va parler de quoi? Kevin, il faut. En fait, ce discours-là, il faut essayer d'écarter ça. C'est ce que Kokora te disait tout à l'heure. Il faut que tu avances. Il faut maintenant avancer. Vous avez un candidat. On attend maintenant que le candidat nous dise officiellement s'il garde encore sa nationalité française ou il est ivoirien. Voilà, parce que ça aussi, c'est un débat qu'on attend. On attend, il faut maintenant que Thiam renie officiellement sa candidate, sa nationalité française, et qu'ils disent maintenant que je suis ivoirien. C'est là on vous attend. Et puis voilà, on va attendre la suite des choses. Dans ce débat-là, tu ne parles pas de ça, Kevin. Vous avez encore la double nationalité dans vos poches. Il faut vous se débarrasser maintenant de cette nationalité française. Et puis voilà, on va commencer le débat. Sinon, nous n'avons pas de problème au sein du RHDP. C'est un parti politique. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait, il a dit, oui, mais moi, Zazo, quand le président Ouattara parlait de ça, on a les uns les autres, on parlait de la candidature du président Ouattara. J'ai été clair, j'ai dit non, il faut laisser le président se reposer. Et je laisse demander à cette demi-douzaine de se réveiller. Bon, malheureusement, quand j'écoute les gens n'ont pas voulu même s'assumer. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà, donc ce débat de 2012, on n'a qu'à laisser. Le ministre Kobena Djoumani a été clair. Il dit, il n'y a pas garçon qui va se lever pour dire les candidats. Tu vois, il faut que les gens apprennent. C'est ça, moi, Zazo, j'aime pas toujours qu'on se torture à se battre pour des gens ou à dire aux gens, non, oui, tu dois devenir... Non. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas cette volonté, ils n'ont pas... Donc, si on a regardé que parmi eux, il n'y a personne, mais c'est le président Ouattara qui va être notre candidat. Et ça, je ne voudrais même pas que les gens discutent de ça. Voilà. On leur a donné cette possibilité. C'est à eux là, parmi eux là. Ils devaient se lever pour dire, moi, je peux. Il ne s'agit pas de dire, oui, le travail que le président Ouattara fait là, celui que nous, on cherche aujourd'hui là, c'est lui qui va faire plus que le président Ouattara. Mais quand on a regardé, il n'y a personne. Donc, le président va rester là, il sera notre candidat. Non, Kevin, il ne faut même pas te fatiguer. C'est moi qui te dis ça. Il n'y a pas candidat. Le ministre Adjoumani a été clair dessus. Il dit parmi eux là, peut-être que c'est à leur femme, ils vont dire ça. La question ici qu'on est en train de se poser là, c'est que toi, tu as dit là, c'est ton ressentiment de militant dont tu parles. Parce que toi, tu es déjà convaincu qu'Alassane Ouattara, c'est le meilleur. Non, il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas venu te convaincre du contraire. Donc, toi, tu ne sais pas qu'il est le meilleur. Non. Moi, je ne sais pas, puisque je ne suis pas RHDP. Pourquoi ton patron, je dis, toi, en tant que militant... Non, ce que je dis, j'ai parlé en français. Je dis, toi, en tant que militant, le meilleur candidat pour toi, c'est Alassane Ouattara. Et nous tous, on le sait. Il n'y a pas de problème. Maintenant,
Oui, c'est ça, j'ai dit pour tous les partis. Oui, tu as RHDP, non? Pour tous les partis, pour tous les militants du RHDP, pour vous, le meilleur candidat, c'est Alassane Ouattara. Non, pas pour l'ensemble des Ivoiriens, parce que nous aussi, nous avons nos candidats. Voilà, c'est ça la démocratie. Vous ne pouvez pas nous imposer votre candidat. Voilà, donc ça, c'est le candidat du RHDP. Maintenant, oui, mais tu dis le candidat des Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien, mais ce n'est pas mon candidat. Voilà, donc il ne faut pas dire ça. Ça, ce n'est pas une manière de faire la politique. Maintenant, deuxièmement, tu dis que ça, c'est des soubresauts en interne, tu es en train de parler. Maintenant, nous, on dit, le président Alassane Ouattara, il est en même temps président de la République de Côte d'Ivoire. Il a donné sa parole ici, Zasso. Si tu veux, je joue la vidéo. Il dit que lui ne sera pas candidat. Voilà, ok. Donc, comme tu acceptes la vidéo, nous, on demande, est-ce que la parole du chef de l'État, là, pour toi maintenant, Zasso, là, est-ce que ça devient une parole qui est crédible? C'est ça la question qu'on se pose, parce que M. Kokora a développé, même quand M. Kokora parle, M. Kokora dit que... Rappelle-moi ton nom là, s'il te plaît. Rappelle-moi ton nom. C'est Lucas. J'ai dit, M. Kokora dit, M. Kokora dit, la parole des hommes politiques n'est pas gravée dans le marbre. Ça veut dire les hommes politiques peuvent nous mentir sans problème. C'est ce que j'ai compris avec ce que M. Kokora a dit. Moi, j'aimerais savoir, toi, ton point de vue. C'est ça qu'on appelle la politique. Est-ce que... Ah, d'accord. Ok. Il faut développer. Si la politique pour toi, c'est mentir, vas-y, il faut développer, on t'écoute. Lucas, non, on n'a pas dit qu'est-ce que tu appelles mentir. Tu appelles quoi mentir? D'abord, moi-même, plusieurs fois, je t'ai dit que tu veux de quel parti politique. Jusqu'à présent, tu te débats à dire que tu es pour Assalé Timoko. Alors qu'Assalé Timoko, il n'a pas encore un parti politique. Bon, peut-être que c'est un mouvement politique. C'est pas moi le sujet. Le sujet là, c'est le président qui a fait c'est pas moi qui ai donné ma parole, c'est le président de la République. Donc le sujet, c'est pas moi. Allons au sujet. Laisse ADCI. Quand je vais ouvrir, non, quand je vais ouvrir panel ADCI là, tu vas venir. Ah. Voilà, donc Lucas, le président Ouattara, c'est un homme de parole. Tu vois, il a dit aux Ivoiriens, quand il était en campagne, il voulait le pouvoir pour protéger la Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années la Côte d'Ivoire est stable? Les 322 462 km² sont protégés. Regardez les infrastructures, tout ce qui a été lancé. Regarde aujourd'hui le niveau auquel il a positionné la Côte d'Ivoire. Alors, de quelle parole tu parles maintenant? Quelle parole toi tu cherches? Non, c'est un parti politique, c'est une association, c'est une organisation. Les gens estiment qu'eux, ils ne peuvent pas. Il faut que ça soit le président. Donc, ils sont allés voir le président. Ils ont dit, ah, président, nous, on ne peut pas, on veut que ça soit toi. Alors, toi, vous tu êtes le PDCI ou bien ADCI, là, c'est quoi votre problème? Moi, je ne comprends pas. Respectez aussi quand même la décision de ce parti. Ça aussi, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Moi-même, Zasso, au départ, là, je n'étais pas d'accord. Mais quand la majorité, j'ai écouté la majorité, alors je me soumets. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Il faut se soumettre à la volonté de la majorité. Tu dis non, le président Ouattara, est-ce qu'il n'a pas de parole? Est-ce qu'il n'est pas ceci? Non, il faut quand même soyez un peu sérieux. Hein? La parole aussi, c'est de respecter la décision de la majorité. C'est cette majorité qui dit le président est candidat. Donc, nous là, on est déjà en campagne. Voilà. Nous, on est déjà en campagne. On attend maintenant officiellement que le président Ouattara dise, bon, Zasso, Kokora, tout le monde, bon, allez-y sur le terrain. Je suis candidat. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas t'inquiéter, Lucas. Ce que le président Ouattara est en train de faire, c'est pour le pays. C'est pour l'avenir de ce pays. C'est pour la stabilité de ce pays. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant des années. Maintenant, je vais dire à Kevin. Kevin, on ne va pas dialoguer avec toi. Je suis vraiment désolé. Je ne veux plus jamais t'entendre dire ces gens des trucs là. On va dialoguer. On va parler de quoi, toi et nous? On a 11 mois des élections. Proposez-nous maintenant votre programme de gouvernement et puis essayez de revoir cette histoire de nationalité qui est là, qui est encore suspendue, qu'on attend. Soit vous n'êtes plus français ou vous êtes ivoirien. C'est ce qui nous préoccupe maintenant. Voilà. Et puis on va aller sur le terrain. Sinon, ça soit un cas pour discuter, il n'y a aucun problème. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Toutes les institutions fonctionnent. Les policiers font leur travail, les militaires font leur travail, les gendarmes font leur travail, la justice fait son travail, chaque citoyen fait son travail. Donc, de quoi tu veux qu'on parle? On va s'asseoir avec vous par rapport à quoi? Vous êtes une opposition.
Et ce qui est chaud, l'État encore vous finance encore, vous les opposants du Côte d'Ivoire. Donc, on va parler de quoi avec vous? On prend l'argent du contribuable pour vous donner, vous le PDCI-RDA. Et tu dis, on n'a qu'à s'asseoir avec vous pour parler par rapport à quoi? Combien d'impôts vous payez dans ce pays? Et puis nous, on va se soumettre à vous. Non, il faut que vous maintenant essayez de revoir vos mentalités. Et ça, j'insiste dessus. Revoyez vos mentalités, les histoires de s'asseoir pour discuter avec vous, on n'est plus à ce stade. Tu dis qu'en 2020, il y a eu des morts. Mais Kevin, c'est ce que je t'ai dit, j'ai été clair. J'ai dit, Kevin, votre difficulté, c'est tout, les difficultés que tu as, c'est qu'il hérite du système Bédié. Il hérite du système Bédié. Un système de revanchard, des gens haineux. On vous a vu en 2020 ici. Bédié, Arikona Bédié, sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Bédié, là, qui a envoyé vos cadres d'aller chercher Thiam en France, là, sa candidature a été validée. Le même Bédié s'est laissé ici se faire noyer par Soro Diom. Il s'est laissé ici trahir par Soro. Soro lui a dit non, Bédié, il ne faut pas aller à ces élections. Parce que si tu vas là, tu vas perdre. Il faut me laisser, j'ai créé toutes les conditions. Je vais déstabiliser le président Ouattara. Je vais l'arrêter, je vais prendre le pouvoir. Et puis toi, Bédié, tu prends la tête du système. Bédié a accepté. Et Bédié a refusé d'aller aux élections. Alors que tout était réuni pour que lui soit candidat. Non, voilà un peu les choses que vous devez nous expliquer vous au sein du PDCI-RDA. Tu comprends, Kevin? Non, quand tu dis qu'il y a eu des morts, mais qui a créé les morts? Mais c'est vous qui avez créé les morts. C'est vous le... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!